Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Votre émission Espace Mini s'impose dès cet instant dans vos différents domiciles. Nous serons donc ensemble jusqu'à 11h52 et nous aurons l'opportunité d'écumer les arrêts obligatoires de ce programme. La revue de presse qui vous sera servie pour cette autre livraison, Patrick Bala. On aura également l'opportunité d'avoir une dénonciation ce matin. La responsabilité de Bernard Bassong et bien entendu un thème retenu pour échanger autour ce jour. On parlera de philosophie. Cette journée est consacrée à la philosophie. On le dit, chaque année, l'UNESCO met un point d'honneur à étudier, à parler autour de cette matière qui ne faisait pas que des heureux pour ceux qui ont eu l'occasion d'affronter la philosophie dès la terminale. Aujourd'hui, on va questionner la relation qui peut exister entre la philosophie et le développement d'un pays. Voilà donc pour le contenu de cette émission. Et puis, sans plus tarder, on va dire bonjour à ceux de nos panélistes qui sont déjà bien installés sur ce plateau. Monsieur Max Ruffin-Yapili, vous êtes doctorant en sociologie. C'est un plaisir de vous accueillir. Bienvenue. Bonjour madame, merci beaucoup de m'avoir convié à partager cet intérêt ce matin et je profite également pour saluer mes copanélistes que je les suis de temps en temps et également tous les étudiants, pas les élèves qui viennent nous attendre parler de la philosophie parce que c'est un sujet que les gens essaient quand même de rendre d'une manière péjorative. Quand ils essaient de parler des choses, on dit que on n'aime pas beaucoup, pour avoir la moyenne, c'était compliqué. Effectivement, bon, c'est juste une question de culture. Donc tout le monde dit que tu parles comme un philosophe et du coup ça devient un terme diminutif qui n'est pas suffisamment bien. Or, la philosophie c'est une science, donc merci. Pour qu'on soit tout à fait ensemble, je préfère que tu m'appelles Rosalie. Donc, madame, tu vas sacrer la distance entre nous. On sera confortable, bienvenue. J'ai beaucoup de plaisir à accueillir le sucre national que moi je retrouve avec beaucoup de bonheur. Ça m'a manqué dans ma tasse de café tous les jours. Bernard Bassong, je ne peux pas dire pour ceux qui nous rejoignent ce matin, parce qu'ils te regardent tous les jours. Tel juriste, tel invité permanent de ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Rosalie, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là ce matin. Un bonjour à nouveau, comme souvent, à tous ceux qui sont originaires de l'arrondissement de Ngambé. Ngambé, c'est mon arrondissement d'origine. Mon village, c'est Boubéa, à une vingtaine de kilomètres de Ngambé. Je l'ai dit en début de semaine, je le redis encore aujourd'hui, du côté de Ngambé, à la mi-décembre, il y aura le Festival des Arts et de la Culture du canton d'Ormakumak. Le canton d'Ormakumak. Je préfère ne pas prononcer. Oui, est celui duquel je suis originaire. Donc c'est un canton qui compte environ 53 villages. Et donc il y aura un Festival des Arts et de la Culture qui va globaliser toutes les filles et tous les fils de cette localité-là. Il y aura au menu, bien sûr, une foire, des expositions, des danses, des chants, etc. Bref, tout sera mis à point pour magnifier la culture. L'accès au moins facile pour tout le monde parce qu'avec les questions de route, l'accès sera facile du fait de l'élément naturel qu'est le soleil, vous savez, parce que s'il faut se référer à l'accès par la voie publique, bien sûr que c'est compliqué parce que vous savez que le gouvernement a oublié ce côté du Cameroun là, mais parce que le soleil va briller en décembre, vous comprenez que il y aura moins de bourbiers, il y aura moins d'endroits boueux et donc l'accès sera relativement facilité. Oui, naturellement, moi j'y serai, peu importe qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, moi j'y serai. C'est logique, voilà, c'est chez toi. C'est chez moi et on n'est jamais mieux servi que chez soi. Donc aujourd'hui, on a une journée internationale et une journée mondiale. Ouais. Je suppose que la mondiale nous est déjà réservée. Voilà, vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est la journée mondiale de la philosophie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on célèbre les philosophes, leur travail, leur parcours, leur apport dans la construction de l'humanité. Tout à l'heure, je pense que les deux sur le plateau seront un peu plus loquaces dessus. Et on célèbre la journée internationale de la tolérance. Oui. Vous savez, donc on a pensé pour les humains que pour une meilleure coexistence, pour une meilleure cohabitation, il fallait cultiver certaines valeurs fondamentales, cardinales, parmi lesquelles la tolérance. Donc aujourd'hui, c'est la journée qui a été arrêtée sur le plan international
pour réfléchir sur comment pérenniser toutes les questions relatives à la tolérance. Donc aujourd'hui, soyons un peu plus tolérants vis-à-vis de nos proches. Non, continuellement, soyons tolérants. C'est pas facile, c'est pas évident, mais un monde sans tolérance, c'est un monde ouvert à la guerre au quotidien. Oui, mais on ne deal pas avec les méchants. Bon, ça, je l'ai appris Pardon. d'un aîné qui me disait, par exemple, ce jour on parlait, il me disait, tu vois, si quelqu'un est remonté contre toi, il n'a pas besoin de salir ta réputation, il n'a pas besoin de vouloir ternir ton image en mondovision. Ouais. Vous voyez, il peut te blâmer et surtout, me disait-il, on te blâme pour que tu t'améliores et non pour t'exterminer. Et donc, ceux qui te blâment pour te détruire ou détruire ta réputation sont des méchants. Ouais. Et donc, vis-à-vis d'eux, on peut prendre la distance. Ouais. Pas être intolérant, mais on peut prendre la distance. C'est aussi une solution. Donc, et vous aurez certainement compris de qui Sauf il s'agit. sauf quand vous êtes obligé de cohabiter. La distance devient parfois impossible. Merci d'être là, Bernard Bassong. Allez, on va accueillir, c'est pas à moi de le dire, hein, le consultant de temps, de tout. Je préfère laisser ça. Je vais dire simplement Pierre Blériot Niémec, le consultant officiel, incontournable, sur ce plateau de votre émission Espace Miné et même partout ailleurs. Je préfère ne pas rentrer dans les détails. Pierre Blériot Niémec, bonjour. Bonjour Rosalie, bonjour à nos millions de téléspectateurs à qui je présente tous nos regrets pour notre absence hier sur le plateau. Nous sommes là, nous savons que nous devons chérir l'amour qu'il nous porte. Donc, nous allons faire de notre mieux pour qu'il en soit toujours ainsi. Je voudrais rendre hommage à une belle-sœur qui a 1 an de plus aujourd'hui, Noël Francine Oman, qui est cadre à Beneficial Life Insurance. Elle a 1 an de plus aujourd'hui et elle a décidé de couper 2 gâteaux. Un à 13h avec les collègues et autres amis, et un autre à 20h avec les intimes. Bon, je sais pas si... Bon, tu seras du gâteau de 20h. Je souhaite être du gâteau de 20h. J'aime pas les choses de la journée. Je suis comme l'oiseau de Minerve. Alors, Noël Francine Oman, joyeux anniversaire, et puis bien de choses à toi. Tu sais tout le bien que je pense de toi. L'espace miné sera miné par toi également aujourd'hui. Ah ben c'est clair, hein? Noël, Francine, Oman. Joyeux anniversaire, princesse. Anniversaire pour anniversaire, c'est également l'anniversaire de Jean-Martin Kemfak. Ce jour, donc on profite également. Le puissant d'été, c'est comme ça. Directeur technique, c'est comme ça que je l'appelle. Un monsieur plus qu'affable, un monsieur d'une grande simplicité. Beaucoup de jeunes dans votre structure ici gagneraient à copier. Oui, là je suis totalement d'accord avec toi, Pierre. Je sais de quoi je parle. Très avenant, très gentil. Quelqu'un qui connaît mais qui n'en met pas plein les yeux, plein la tête aux autres, qui s'efface. Il y en a qui n'ont même pas encore démarré, qui commencent à sauter. Ouais. Donc, généralement, c'est au moment de passer à l'action qu'on découvre tout son contenu. C'est un bon garçon. Oui, moi je le connais depuis de longues années et j'ai eu l'occasion de le voir sur différentes facettes. C'est généralement quand on dit souvent, on met tout le monde à truelle à la main pour construire la maison, qu'on découvre tous ses talents. Et... Il est facile à vivre, oui. Très bon collaborateur. Vous savez, quand vous avez ce genre de personne dans un environnement de travail, c'est lui qui détend l'atmosphère parce que il fait en sorte que tout le monde se sente bien. Donc, c'est ta journée. Il n'est pas dans les intrigues. Non. Et voilà les qualités d'un bon professionnel. En général, les intrigues, le Congo-Ça et autres sont le fait des amateurs. Comme ils n'ont pas beaucoup de temps pour bien travailler, ils parlent des autres. Donc, la sagesse de ce jour. Oui, justement. En temps de guerre, les guerriers ne doivent entendre que les chants de victoire. En temps de guerre, les guerriers ne doivent entendre que les chants de victoire. En plus clair? En plus clair, bien évidemment, Rosalie, refusez à côté de vous quand vous affrontez une situation, ceux qui viennent vous dire non, tu n'y parviendras pas, tu n'as pas tous les moyens, c'est dur, pourquoi tu veux... C'est pas évident. Non, ils vont saper ton moral et t'empêcher. Si même dans une armée, vous avez des défaitistes, il faut les mettre de côté. Vaudrait mieux une petite armée d'hommes convaincus qu'une grosse armée de peureux et de poltrons. En temps de guerre, les guerriers ne doivent entendre
que les chants de victoire. J'aime cette citation. J'ai oublié un élément, Rosalie, si tu permets. Oui, je te le permets. Ce serait un crime de lèse-majesté que de passer. Je n'ai pas rendu hommage au professeur Hubert. Ah non, on va le faire, rassure-toi, c'est juste après le tour du plateau, c'est ce qui arrive. On ne va pas y échapper de toute façon, c'est important. Alors, j'ai failli l'accueillir. Non, c'est même justement ce que nous allons faire parce que j'ai cru que c'était M. Yombo qui s'installait et qui reste toujours attendu, bien entendu, sur ce plateau avant d'accueillir donc Patrick Bala pour la revue de presse. Vous l'avez dit, un grand homme nous a quittés dans les coups de 3 heures cette nuit. Ça, c'est l'heure officielle qui a été rendue solennelle par les membres de sa famille. Il a été victime d'un accident de la circulation il y a quelque temps, hospitalisé à l'hôpital central, puis à l'hôpital général où il décède d'ailleurs. Il a vécu quand même des derniers moments un peu compliqués. Le professeur Hubert Monondiana ne dort plus. Et ce matin, on va lui rendre un hommage. Vous vouliez donner le coup d'envoi. Oui, parce que c'est quelqu'un que moi j'ai connu assez tard. Vous savez, étant élève, j'étais plutôt brillant, excepté en mathématiques. Hein. Je n'aimais pas tout ce qui était chiffré, mais tout ce qui était littéraire ou linguistique m'intéressait particulièrement. Et donc, j'étais très passionné par la philosophie. Même si à l'université, j'ai préféré faire autre chose. Et donc, je l'ai connu assez tardivement. Je n'ai pas très bien lu ses écrits, mais à mesure que le temps a passé, quand j'étais universitaire, j'ai commencé à le lire un tout petit peu et à écouter ses sorties qui n'étaient pas très fréquentes. Je me suis rendu compte de la profondeur de l'homme. Je me suis rendu compte que c'était une bibliothèque livresque. C'est quelqu'un qui avait un amoncellement de connaissances philosophiques incroyable. C'était un homme de tous les terrains. Le seul regret que j'ai, c'est que c'est peut-être une intelligence qui n'a pas su être capitalisée où il fallait. Suivez mon regard. C'est peut-être quelqu'un qu'on a plus ou moins incliné à faire certaines choses qu'il n'aurait pas fallu faire pour le bien du Cameroun. Mais il a été dévoué à sa tâche, il a servi ce en qui il croyait, même si après ça s'est très mal terminé. Il s'est battu pour ce qu'il croyait, l'idéal auquel il était attaché, et je pense que le Cameroun ne lui a pas rendu l'hommage qu'il méritait. Tout le monde garde ces deux fameuses grandes phrases. On a écarté la norme pour normaliser l'écart. Et aussi, on n'a pas un problème de vivre ensemble, mais de manger ensemble, parce que même les chiens vivent ensemble jusqu'à ce que vous leur lancez un os. Donc c'est assez symptomatique du Cameroun actuel. Tout le monde peut cohabiter uniquement mais la cohabitation est problématique quand les intérêts divergents émergent. Donc hommage au professeur Hubert Monondiana, vraiment mes condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches, à tous ceux qui l'ont connu et aimé. J'espère que le Cameroun, au moins à titre posthume, lui rendra l'hommage qu'il mérite en tant que l'homme de science qu'il a été. J'ai pas envie de dire ils ont intérêt, parce que j'ai pas le droit de le dire, mais ils ont intérêt à lui rendre cet hommage parce qu'il le mérite bien. Monsieur Yapili, le professeur Hubert Monondiana, ça vous parle? Quand on parle de philosophie, le plus intéressant, c'est qu'il meurt également le jour consacré à la philosophie, l'un des premiers philosophes qu'a connu le Cameroun, avec un accent mis pour la philosophie négro-africaine quand même, le professeur Hubert Monondiana. Pour moi, je suis touché quand ce matin j'avais appris, parce que hier nous avons discuté, il y a des gens qui ont déjà publié et par la suite il y a demandé qui pour payer n'a pas belle. Et 3 heures après, il y a confirmation. Oui. Et ce matin, quand l'information nous a parvenu encore, ça nous a touché profondément parce que c'est un philosophe et non pas seulement lui seul. Et du coup, je voudrais rendre l'hommage à ce grand homme par la définition que René Descartes a donnée dans le discours de la méthode. La philosophie comme un arbre. C'est-à-dire que la racine métaphysique, le tronc, la physique et les branches, ce sont les autres sciences. Et les branches? Les branches, oui. C'est-à-dire que toutes les sciences qui existent aujourd'hui sont les résultats de la philosophie. Donc, le professeur Monondiana est considéré comme la mère de toutes les intellectuels africaines aujourd'hui. Donc, il mérite une reconnaissance particulière et d'une manière africaine. Donc vraiment, je rends vraiment hommage à ces grands hommes et j'invite également aux uns et les autres d'essayer de voir quand même son modèle. Parce que quand il a essayé d'évoquer, comme l'aîné avait parlé
écarter les normes pour normaliser, normaliser. Oui, vous voyez, effectivement, là, ça s'intègre dans ce qu'on appelle les principes, les valeurs philosophiques qui voulaient gouverner l'Afrique, parce que véritablement, ce que nous adoptons aujourd'hui ne reflète pas l'image de ce que nous appelons africaine. Et également, la question de vivre ensemble, c'est un bricolage politique, pas idéologique, qui voulait prouver en Afrique que les Africains ne sont pas ensemble. En réalité, ce n'est pas, ils ne sont pas ensemble, mais comme il a bien dit, c'est-à-dire que le fait, c'est-à-dire que nous avons un problème de manger ensemble. C'est ça qui pose problème. Mais nous ne sommes pas c'est-à-dire qu'en discordance ou pas en dissonance sociale. Donc, du coup, pour dire que nous avons le vivre ensemble, il fallait essayer de voir. Et maintenant, vivre ensemble nécessite également la tolérance, nécessite également le respect des normes. Donc, je conclue pour dire que vraiment cet homme mérite un grand respect. Moi, j'ai eu beaucoup de bonheur de le côtoyer. Surtout ces derniers temps, je l'ai reçu plusieurs fois sur mes plateaux. Le dernier plateau, c'était en septembre, en fin septembre, 26. Il sortait d'une maladie et puis par la suite, il a eu cet accident. Le seul regret, c'est qu'on avait rendez-vous cette semaine et là, je suis obligée d'aller simplement l'enterrer. Ça peut faire mal, mais c'est un monsieur, comme tu le dis, qui a refusé justement de faire ce qui n'allait pas en droite ligne avec ses préceptes. C'est peut-être pourquoi il n'aura pas eu ce grand siège au sein du parti dont tu parles. Un regard sur le professeur Hubert Monondiana, Pierre Berry. Alors, quand je parle du professeur Hubert Monondiana sans prétention, je peux dire que du point de vue philosophique, je suis l'une des personnes qui le connaît du point de vue philosophique. Et je sais de quoi je parle. Quelques petites précisions pour ceux qui ne connaissent pas les pratiques universitaires. Le professeur Hubert Monondiana est le tout premier professeur titulaire de philosophie au Cameroun. Il faut préciser parce qu'il y en a Martien Toa, Ebenezer Ndjomwele, Fabien Eboussi Boulaga, Menrad Hebga, qui l'ont précédé, qui sont ses pairs, ont culminé au grade de maître de conférence, mais on les appelle professeurs. Ce n'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas être professeurs titulaires. À l'époque, l'université a eu beaucoup de retard. Donc, le premier en philosophie à être consacré professeur titulaire de philosophie s'appelle Hubert Monondiana. Il faut ajouter à cela, à côté de ça, parce que quelqu'un pourrait apporter une confusion, il y a eu un professeur titulaire de philosophie, sociologie, anthropologie et autres. Il s'appelait Bernard Fonlon. Bernard Fonlon est celui qui a traduit l'hymne du Cameroun en anglais. Mais là, ce n'était pas la philosophie au sens strict. Ouais, au sens strict. Première chose. Deuxième chose, toujours dans ce qui pourrait être pris comme un hommage, entre guillemets, académique, professeur Hubert Monondiana est le plus prolifique de tous les professeurs, de tous les philosophes du Cameroun. Le plus prolifique, c'est-à-dire c'est lui qui a écrit le plus. Il n'y a pas son semblable en philosophie. Il a écrit autant d'ouvrages que lui. Il a d'ailleurs, c'est lui qui a ouvert cette possibilité à d'autres après lui de devenir professeur titulaire de philosophie en facilitant la tâche aux uns et aux autres. Maintenant, c'était un journaliste, peut-être il faudrait le savoir, un pur littéraire, un grand philosophe, un homme politique qui a milité pour les idéaux du parti RDPC. Il est d'ailleurs l'un de ceux qui ont écrit pour le libéralisme communautaire et beaucoup d'autres ouvrages. L'idée sociale chez Paul Biya. Si je veux parler des ouvrages dans cet ordre-là, mais en philosophie, là, en littérature, en théâtre. Au théâtre, il a écrit beaucoup également. C'était donc une plume extrêmement châtiée. Un homme avenant. Tous ses étudiants gardent de lui l'image de quelqu'un de très ouvert. Il était buveur de la grande Guinness. Et pour anecdote, il disait à son grand frère Martien Toa, qui, lui, n'avait jamais goûté à une goutte d'alcool, ni de même de vin de palme, il lui disait, Martien, tu ne sais pas ce que tu perds dans le verre. Et Martien lui répondait, Hubert, tu ne sais pas ce que tu laisses dans le verre. Alors, c'était la beauté du langage. Ceux qui ont suivi Hubert Monondiana savent qu'il était l'un des plus grands conceptualistes de la philosophie. Il aimait à nous dire, lorsqu'il avait accusé un petit retard, au lieu de dire j'étais en retard, il y avait les embouteillages, il disait j'ai été soumis aux aléas du transport en commun. Alors, cette beauté, cette vertu du langage et du savoir, il les a incarnées toute sa vie. Vous l'avez C'est vraiment ce connu. que je
peut dire en si peu de mots, le guerrier est tombé un jour de gloire. Oui. Il a choisi de mourir pendant le mois de philosophie et pendant la célébration. Il a donc ultimement rendu hommage à la discipline qu'il a servi toute sa vie et celle-ci l'a honoré. Si les hommes ne reconnaissent pas les philosophes, nous sommes les fils des dieux. On aura l'occasion sûrement de le comprendre. Peut-être le temps de vivre ce petit extrait que nous propose la réalisation. C'était justement au cours de cette dernière émission. Il était sur le plateau de votre émission Le Grand Soir. Sauf si on suppose qu'ils sont ensemble sur le coup. Oui, on ne doit pas supposer. Parce qu'un un directeur de cabinet peut commettre des erreurs personnelles, croyant parler au nom de son patron. mentor. Ouais. Donc, pour moi, il ne se plaignait pas quand il avait des avantages. Mais les autres ne se plaignaient pas quand eux, ils avaient des avantages mirobolants. En tant que. Maintenant qu'ils ont perdu ces avantages, ils lèvent la voix. Ça dit, comme disait le président Cyprien, c'est des avantages personnels, c'est des intérêts personnels, c'est le mapartisme. On a pris notre part. Leur part a été enlevée. Ils ont arraché de hautes luttes. Ils avaient arraché de hautes luttes. Ou bien avec quoi? C'est ça le problème. La personnalisation du débat politique. C'est quelque chose qu'il faut combattre dans ce pays. Ils ont arraché des avantages. Moi, on m'a arraché un avantage. Quand j'étais au comité central du RDPC, ils ont arraché, ils ont donné à mon ami Famen Ndongo. Est-ce que moi je me suis plaint? Est-ce que je suis allé boxer Famen Ndongo? Parce qu'il a pris ma place. Je me suis tué parce qu'on arrache des choses aux gens. Si on voit que tu ne peux plus faire, on t'arrache une chose. Donc pour moi, il faudrait que on revienne. Le professeur Hubert Monondiana, avec ses expressions, les uns et les autres retenaient souvent le mapartisme. C'est également une expression qu'il aimait utiliser pour décrire un tout petit peu la gestion, la gouvernance au Cameroun. C'est ainsi qu'il voyait un tout petit peu très violent parfois, parlant du vocabulaire face à la gestion du Cameroun. Et parfois on avait du mal à savoir qu'il était du RDPC. On aura sûrement l'occasion de lui rendre encore plus hommage dans nos prochaines émissions, sûrement également dans les journaux de 19h et 20h. Je rappelle seulement qu'il a eu un accident de la circulation, c'était le 2 novembre. Il a été interné à l'hôpital central, vu la gravité, acheminé à l'hôpital général, où il a rendu l'âme finalement aux environs de 3 heures cette nuit. La dépouille, bien sûr, a été gardée à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. En attendant le programme des obsèques, on fera ce qu'on pourra pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Je suis heureuse de l'avoir connu, je suis heureuse qu'il ait fait partie de ma vie. En tout cas, on fera ce qu'on pourra pour lui permettre, en fait, pour garder que de bons souvenirs de ce grand homme. J'ai pas envie d'être triste, c'est pourquoi je vais dire bonjour à Patrick Ballard. Bonjour Rosalie, bonjour aux nombreux panélistes, bonjour particulièrement au Sucre National. J'apprends ça ici sur le plateau. Ah, c'est la première fois que tu entends cette expression, ou c'est parce que ça sort de ma bouche que ça a un autre goût? Non, non, je l'ai appris de... c'est la première fois que tu l'entends? Oui, c'est la première fois que j'apprends que c'est le sucre national. Non, c'est le sucre. Au départ, c'était mon sucre il y a quelques temps. Votre sucre? Bon, je ne vais pas créer une polémique. Et puis, c'est le sucre national. Mais comme je n'aime pas partager, lorsque je suis ici, ça sera mon sucre. Comme tu aimes ta bouche dans les choses des gens, pourquoi tu parles des choses? Non, moi, c'est ton sucre, ton problème, c'est où, là? J'apprends tu parles les choses des gens. Non, j'apprends que tu es devenu le sucre national. Et Rosalie dit que tu es son sucre. Donc, je m'interroge. Vous savez, comme les philosophes ont pour habitude de s'interroger. Donc, je m'interroge. Ne t'interroge pas sur mes choses. Patrick Ballard, qu'est-ce que les tabloïds nous réservent ce matin? Eh bien, Rosalie, les tabloïds nous conduisent naturellement du côté du journal Maison, Info Matin, qui est en kiosque ce jour. Le quotidien parle d'une actualité particulière liée à la fourrière municipale du côté de Yaoundé 3. Le journal nous fait donc savoir que Yaoundé 3 a désormais ses agents spécialisés. Eh bien, cette première vague a reçu ses attestations de fin de formation. C'était le 15 novembre au siège de la mairie au cours d'une cérémonie présidée par le maire de cette commune. Il s'agit bien sûr de Lucas Ouna. Information à retrouver ce matin en page 3 du quotidien du journal Info Matin. Allons du côté de Mutation qui parle presque d'une actualité similaire.
hier. Mutation parle de la voirie urbaine. Eh bien, Yaoundé en déroute, nous fait donc savoir le journal Mutation ce matin, qui dresse ce panorama des tronçons routiers les plus impraticables de la capitale au moment où la réhabilitation d'urgence instruite par le Premier ministre n'est qu'à ses balbutiements. Information que vous retrouvez de ce côté de la page 4 à la page 7 du journal Mutation. Et puis au bas de la page, on parle donc d'Augustine Edjangue, nous sommes là en football, qui est désormais team manager des Lions indomptables du Cameroun. Allons du côté du journal Le Jour, le quotidien bleu qui est en kiosque. Le journal d'Aman Mana parle donc de la région de la Damawa, quel RDPC après Aladi Abo, s'interroge donc le journal qui revient sur cette sortie de Jean Côté, le secrétaire général du comité central du parti au pouvoir, qui était sur le terrain pour remobiliser les troupes en vue de la présidentielle de 2025. Et le journal parle également au bas de sa page, notamment en page 9 de cette rencontre Cameroun-Île Maurice, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Eh bien, selon le journal, l'effectif est donc au complet. Allons du côté du journal La Nouvelle Expression, qui est également arc-bouté sur ces élections de 2025, péril sur l'alternance politique au Cameroun. Eh bien, selon cet analyste politique qui est d'ailleurs très formel, si l'opposition et les autres partenaires du Cameroun ne contraignent pas Yaoundé à concéder des réformes profondes sur le système électoral, le régime de Paul Biya sera bien parti pour s'éterniser au pouvoir au-delà de 2025, nous fait donc savoir le journal en page 3 ce matin. Au front, avec le billet hebdo Le Point qui parle également de cette présidentielle 2025. Franck Biya broyé, s'interroge le journal ce matin. Eh bien, la question peut paraître, selon le journal, opportune au moment où Franck Biya, profitant des festivités marquant les 41 ans de son géniteur à la tête de l'État du Cameroun, eh bien, le fils du président de la République a fait donc une sortie médiatique historique, selon le journal, qui coupe court à toutes les intentions qu'on pourrait donc prêter à ces derniers au sujet de la présidentielle de 2025. Il déjoue ainsi à tous les pronostics. Le fils aîné du président de la République aurait donc, selon le journal, foudroyé, est donc foudroyé, selon le journal, par les faux amis du président de la République. S'interroge bien sûr Le Point ce matin. C'est une information à retrouver dans ce journal ce jour. Le messager de Feu Pius Ndiaye, on en parle également ce matin. Le messager s'intéresse à la fusion JICAM et CAM vers un passage en force de Célestin Tawamba, s'interroge bien sûr le journal, qui revient sur ces mouvements de contestation qui fusent dans les rangs du groupement interpatronal, pointant du doigt une intention machiavélique de faire disparaître la légende JICAM pour des intérêts égoïstes, à retrouver donc en page 9 ce matin. Et puis au bas de la page, notamment en page 8, on parle du combustible fossile, comment mettre fin à la dépendance. Eh bien, la société civile africaine écrit au président de la conférence des partis sur le climat qui est prévu du côté de Dubaï. Allons voir le Popoli ce matin, qui est également en kiosque. Le journal satirique revient sur cette grande première entre la France et le Cameroun. La balance commerciale bascule au profit du Cameroun, nous fait donc savoir le Popoli ce matin, qui parle de la France avec Macron. Voilà un bol d'air pour l'économie du pays. Eh bien, de l'autre côté, on intervient en disant oui, c'est vrai, mais est-ce que les souris du gouvernement vont alors laisser 5 francs respirer, s'interroge également l'autre partie ce matin pour ce qui est du journal Le Popoli. L'économie, on en parle également ce matin, le quotidien L'économie qui parle de la zone CEMAC, ces pays où le coût de l'internet est le plus élevé. Eh bien, selon le journal, ils ont été énumérés dans le rapport 2022 de la BIAC sur les états de services de paiement dans les communautés économique et monétaire de l'Afrique centrale. Information à retrouver ce matin en page 3 de ce journal. Et bien, on termine avec Cameroun Tribune. Le quotidien à capitaux publics parle de la filière cacao. Bien vendre ne suffit pas, selon le journal. Eh bien, pour le journal Cameroun Tribune, au cours des opérations de commercialisation ces dernières semaines, des prix records, plus de 2000 francs le kilogramme de cacao fèves ont été atteints pour le plus grand bonheur des producteurs. Pourtant, cette embellie des
vente ne devrait pas occulter la nécessité de transformer pour gagner beaucoup plus. Eh bien, c'est une information que vous retrouverez du côté du journal Cameroun Tribune, de la page 13 à la page 15. C'est d'ailleurs avec Cameroun Tribune, Rosalie, qu'on referme cette revue de presse acte 2, puisque l'acte 1, c'était naturellement avec vous au cours de l'émission Décollage. Voilà, Rosalie, pour la revue de presse ce jour. Merci pour cette brillante revue, Patrick Bala. Et comme à l'habituel, vous ne repartez pas sans nous donner les rendez-vous cruciaux du 19h et du 20h. Eh bien, Rosalie, on reviendra sur cette actualité liée aux voiries. Vous savez, toutes les routes à Yaoundé sont aujourd'hui dégradées. Si vous avez des véhicules comme, bien évidemment, Pierre Blériot, Niemek, je crois qu'il cherche à résoudre son problème d'amortisseur tous les jours parce que une fois que vous êtes sur les routes de Yaoundé, c'est un carnage incroyable. Heureusement, le Premier ministre Tif, Dr Joseph John Gouté, a instruit que ces routes soient réhabilitées. On attend de voir le lancement, bien évidemment, à travers le maire de la ville de Yaoundé. Mais c'est un calvaire. Vous avez espoir? Bon, vous savez, l'espoir fait vivre. Et si vous êtes départi de cet espoir-là, mieux vaut qu'on vous cherche rapidement un cercueil et on vous met 3 mètres sous terre. D'accord. Le journal de 19h et de 20h consacré à nos axes routiers, notre voirie, qui est en piteux état. Voilà. Essayez de fouiner, fouiller partout et faites des gros plans pour qu'on soit sûr qu'après, les instructions du Premier ministre seront respectées. Vous savez, on n'a même pas besoin de faire des gros plans tellement ce sera visible. D'accord. Merci Patrick Bala. On vous souhaite de passer une agréable journée et un bon retour à la rédaction. Pareillement, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Alors, tout au long de cette revue, moi je n'ai retenu qu'un seul sujet, Pierre Blériot, c'est cette information qui nous vient d'Info Matin avec Yaoundé 3 qui a désormais les agents municipaux en règle. Vous savez, on a un gros souci dans la cité politique Yaoundé avec ces agents d'un autre genre costauds qui bastonnent, qui arrachent les clés, qui créent volontairement ou involontairement des accidents partout. Et Yaoundé 3 a décidé de former ces agents. Ils ont l'uniforme, comme on a vu en image. Ils ont sorti cette première cuvée hier. J'ai jugé que c'est un bon exemple. Peut-être qu'il faille copier. Parlons des autres mairies à Yaoundé. Non, Rosalie, le texte qui crée la police municipale dit comment elle doit être formée. Je crois que Yaoundé 3 a commencé à faire ce qu'il faut faire. Parce que nous avons dénoncé ici. Il y a quelques mairies, pas à Yaoundé forcément, mais du côté par exemple de Douala, la communauté urbaine, on avait déjà fait cela, former les agents pour qu'ils soient professionnels. Parce que vous savez, ce que vous observez souvent, ce que nous observons souvent en termes de violence, c'est qu'en fait, lorsque quelqu'un a été candidat à être policier ou gendarme et autres, n'a pas réussi, quand finalement on le prend à la police municipale, il se dit que c'est ici que je vais me venger. Je vais montrer aux gens que j'ai de l'autorité. D'ailleurs, il annonce à sa belle famille qu'il est policier. Donc, quand on a dans ce genre de policiers, il faut les former normalement pour qu'ils soient en symbiose avec les citoyens. La police municipale accompagne la police normale dans ses missions au niveau des municipalités. Elle travaille notamment sur des questions de salubrité, sur les questions d'hygiène, sur des questions de morale publique. Elle a beaucoup de choses à faire. Elle doit le faire dans l'ordre. Vous n'allez pas porter les fers au bois, le banga pour dire que vous avez... Donc, chapeau au maire de Yaoundé 3, Lucas Ouna, un digne fils de Fundi. Je l'apprécie particulièrement. D'accord. Monsieur Yapélé, cette nouvelle nous réjouit. Je suppose que vous avez également déjà vécu ce type de scène à Yaoundé. Oui, effectivement, c'est ce que nous avons dénoncé depuis fort longtemps parce que ce type de comportement n'est pas appréciable à la société dans la mesure où, du coup, comme évoquait précédemment les copanélistes, les gens sortaient en oubliant que mon rôle n'est pas de
de faire ce que les autres font parce que j'avais un rôle spécifique et quand je sors juste pour accompagner. Et moi, je pense que dans ce genre de comportement, ce qui est mis en avant, c'est l'éducation. Il fallait éduquer les gens. Il faut aller montrer... Dans le cas où on a décidé d'éduquer sa vague. Oui, effectivement, il a décidé quand même de canaliser pour dire que dorénavant, ce que j'avais observé envers vous, vous avez laissé les normes que je vous ai données et vous comportez de vous-même. Donc, mieux de revenir, je vais vous former. Et nous attendons voir est-ce que ceux qui ont bénéficié de la formation, parce que nous avons aussi la formation en Afrique, mais l'application qui pose problème, est-ce que véritablement ils vont appliquer? Là également, ça revient au maire de faire le suivi strict. Et maintenant, une fois suspecté, une personne qui ne soit pas en norme, qu'il soit viré. Oui, il faut, bon, pas quand même virer, mais il fallait au moins quand même de lui. Donc, tous les mots vont de même idée. Donc, c'est dans ce sens nous applaudissons, nous félicitons le maire de Yaoundé 3 et puis nous demandons également à d'autres personnes de faire parce que ces genres de comportements également ne favorisent pas la population qui sont lancées dans ce qu'on appelle la quotidianité, qui se bat tous les jours pour se nourrir parce que le fait de tarasser, quelqu'un peut même économiser des mois ou pas des années pour trouver sa moto et puis subitement sa moto s'est trouvée et puis quelqu'un qui chante, bon, on ne sait pas d'où il vient parce qu'il a fait quand même des exercices physiques avec des muscles, bon, il vient rester, il commence à mal parler, même il commence à insulter, bon, n'importe comment, vraiment c'est terrible, vraiment. En tout cas, le bon exemple à imiter, c'est désormais du côté de Yaoundé 3 et comme Pierre Blériot l'a dit, dans certaines autres villes, le mouvement est suivi, mais il faut que ça aille très vite pour le bien des citoyens, Bernard Bassong. Il faut que ça aille très vite. On voudrait les voir en mauve, parce que c'est comme du violet, c'est la tenue là-bas des agents de la municipalité, c'est pas le bleu. Parce que d'autres s'habillent, on dirait des policiers, ils ajoutent jusqu'au béret et puis ils se prennent. Il a raison, ils se prennent pour des policiers. Et si tu ne t'y connais pas, ils vont tout te demander, ta carte grise, ton permis de conduire. Et tu te retrouves là en train d'être, enquêté par un agent de la municipalité. Il se prend pour un policier. Donc là, maintenant, on va bien les distinguer. Ils n'ont pas de fusil aussi, donc ça. Kessali, on peut à la fois s'interroger, s'inquiéter. Alors, les précédents intervenants ont été louangeurs sur la mesure qui est prise, sur l'ensemble des mesures qui sont prises, mais l'unipolarisation d'une action ou d'un système d'action pour un problème qui est multipolaire quand même laisse interrogateur, laisse songeur. Parce qu'à la réalité, le problème ne concerne pas que les agents municipaux. Vous voyez, c'est pas. Mais pour l'instant, nous on est encore sur les agents municipaux. Je suis d'accord. Je vous dis que ces agents vont mener des actions sur des citoyens qui eux-mêmes peut-être ne sont pas assez formés. Est-ce qu'à l'école on insiste? Est-ce que dans les marchés on insiste? Vous voyez que pour moi, ces agents seront finalement dépassés. Parce que la plaie est beaucoup plus grave que ce qu'on imagine. Pas du tout. Je demande juste aux autres secteurs d'activité d'accompagner l'action du maire, laquelle action est louable. Donc, en fait, ce que le maire fait est cohérent et correct dans un contexte comme le nôtre. Il faudrait que les autres lui emboîtent le pas et que les autres, dans leurs différents secteurs, soient suffisamment éveillés pour que l'action du maire ne soit pas dissolue ou dissoute. Vous voyez. Maintenant, plus loin, ce que je voudrais également dire, c'est que hier, par exemple, j'ai été interpellé par des personnes qui se plaignaient de ce que la mairie, justement, se serait rendue coupable d'abus de leur côté-là. Mais je récupère encore des informations pour voir s'il faudrait en faire une dénonciation à terme ou pas. Donc, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, il faudrait peut-être que ces agents formés ne se n'aiment pas d'un zèle supplémentaire. Ils restent dans le cadre de leur formation. Parce que le risque, c'est que quand on est formé, on s'estime avoir tous les droits. Donc, jusqu'ici, ce que le maire entreprend comme initiative est prévu par les textes, est louable dans le contexte et bien sûr devrait être intéressant pour la suite. Il faudrait donc que les personnes formées s'inscrivent dans cette vague-là et comprennent que leur mission est de veiller à la sécurité, comme il a dit, la tranquillité, la salubrité, tout ce que vous imaginez. En fait, qu'ils appliquent exactement ce qu'ils ont... Ce qui est prévu par la réglementation et par ce que leur mission leur impose. C'est tout ce qu'on leur demande à présent. Paul Yombo, bonjour. Bonjour. Bon, c'est vrai que je ne sais pas comment tu fais souvent pour arriver en retard ici, mais moi, je déteste le retard. Bon, j'emprunte une expression chez le professeur Hubert Monodjana. Il a été victime. Il a été soumis aux aléas du transport en commun. D'accord. Vu que c'est la journée, je te le concède. Alors, à ton regard sur le sujet qui nous retient, on rappelle pour les téléspectateurs, vous êtes chercheur en relations internationales, un habitué de ce plateau d'ailleurs. Oui. Je vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, je pas bien. Nous sommes en train d'analyser le journal Info Matin, qui nous informe qu'à Yaoundé. Vous êtes sûr qu'on est ensemble? On est ensemble? Non, on est très. J'espère que ce n'est pas le fait de me trouver ici qui... Non?
Ça va. Si vous voulez, il y avait un accident avant que je n'arrive. Ah, qui vous a un peu secoué. Oui, donc je suis un peu... Un peu encore dans les VAPS. Non, pas les donc, VAPS. je vous épargne donc de réagir à la presse, on peut en avance. Ça vous permet de respirer. Merci. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, on va prendre donc cette petite transition pour se consacrer à la dénonciation que va nous proposer ce matin Bernard Bassong. Alors Bernard Bassong, mon sucre à moi, qu'est-ce qu'on dénonce ce matin? Premièrement, je dénonce le comportement de M. Niemex Sur ce plateau. qui passe son temps à me taquiner pour rien quand il n'a rien fait. Ça c'est une parenthèse. Mais je ne dirai pas à ceux qui nous reçoivent de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, Rosalie, j'ai été interpellé par un ami qui est du côté de Bafoussam. Il m'a fait comprendre que sur la seule semaine dernière, la semaine dernière, du lundi au samedi, il travaille jusqu'au samedi, il est médecin, du lundi au samedi, il a enregistré 91 demandes d'avortement de jeunes filles. Ah d'accord. Et la tranche d'âge... C'est pour moi que tu as apporté ce sujet aujourd'hui. La tranche d'âge oscillait entre 18 et 23 ans. Et il estime que pour lui, c'est assez problématique. Qu'il faudrait peut-être que les démineurs en parlent ce matin, à l'effet non seulement d'interpeller ces jeunes filles sur la nécessité de se protéger et éventuellement sur l'obligation de sensibiliser qui est la nôtre face à ce genre de phénomène. Donc ce matin, on dénonce plus ou moins les jeunes filles qui parfois sont négligentes et même les jeunes garçons qui parfois le sont et qui après cherchent à se rattraper au risque vraiment de payer le prix fort. Donc voilà un peu. D'accord. J'ai fait l'effort de ne pas être grossier dans le langage. Ah non, moi j'ai aucun souci avec, rassure-toi. On est ensemble, ça va aller. Tu as entendu Bernard Bassong, il dénonce les avortements à outrance, notamment du côté de l'ouest du Cameroun. Ces jeunes qui ont désormais tourné le dos aux moyens contraceptifs. J'ai juste pris ce cas, vous avez dit, parce que j'ai également un autre ami qui est médecin à Douala. À Bonamoussadi. La semaine dernière, on en parlait. Ok, on va ouvrir sur toute la ville du focaliser Cameroun. sur... Il paraît que les jeunes filles, désormais, ont tourné le dos aux moyens contraceptifs et multiplient les rendez-vous pour avortement dans les hôpitaux et les médecins s'inquiètent. À cette allure, on risque de ne plus avoir des enfants qui naissent, mais que des fœtus qui sont abandonnés ci et là. Et ça peut devenir compliqué quand même pour l'avenir, la population mondiale à cette allure. Et même des cas de pathologies qui vont suivre. Oui, trois choses. Premièrement, je ne pense pas qu'on est déjà au niveau où le Cameroun ne remplace pas sa population. C'est-à-dire que le Cameroun et la zone Afrique de manière générale... des petits avortements. Non, bon. En tout cas, le Cameroun remplace bien sa population. C'est-à-dire qu'on a on a un taux de fertilité qui permet de remplacer les décès. Et ça sera le cas encore jusqu'à la fin du siècle. Les décès au moins naturels. Là, ce n'est pas des décès. Selon les projections de toutes les Nations Unies, jusqu'à la fin du siècle, on sera dans cette situation. D'ailleurs, la population du Cameroun est projetée d'être à plus de 100 millions à la fin du siècle. Le Nigeria aura une population de 700 millions, dont en tout cas, le problème démographique ne se pose pas encore dans notre contexte. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est le débat sur le droit à l'avortement. Et là, il faut faire attention aux termes qu'on utilise, parce que si vous vous connectez sur les chaînes internationales et vous suivez le débat à l'international, vous allez vous rendre compte qu'on a quitté du droit à l'avortement pour parler du pro-choice et pro-life, c'est-à-dire que c'est ça les deux camps. Il y a ceux qui sont pour la vie, donc ceux qui sont contre l'avortement, on dit qu'ils sont pour la vie. Ceux qui sont pour le choix, ceux qui sont pour l'avortement, on dit qu'ils sont pro-choice, ils sont pour le choix. Et donc, il y a donc une formulation, il y a donc l'utilisation d'une sémantique qui permet de rendre chaque camp plus sympathique. Mais au fond, les arguments de chaque camp sont très interpellateurs. Ce n'est pas un débat qu'on peut régler comme ça là assez facilement. D'un côté, on nous dit les femmes ont le droit de disposer de leur corps.
Les femmes ont le droit de disposer de leur corps. Et donc la grossesse ne doit pas être imposée. Quand on décide d'avoir un rapport sexuel, certes, on est conscient qu'une grossesse peut advenir, mais il y a des aléas personnels. Ça peut être un rapport sexuel non consenti, ça peut être une situation où vous savez que même le préservatif ne protège pas à 100%, vous savez que même le stérilet ne protège pas à 100%, vous savez que même l'hystérectomie et la vasectomie n'est pas foolproof, c'est-à-dire que ces procédures contraceptives peuvent être faillibles. Et donc, à partir de là, on doit s'interroger sur la latitude qui est donnée aux femmes d'avorter. L'argument que je pressens déjà venir d'un certain nombre de traditionalistes qui sont sur ce plateau ou ailleurs, c'est que ce sont des choses qui viennent d'Occident, que nini, il y a dans nos sociétés traditionnelles des moyens contraceptifs que nos mamans et nos grands-mères connaissent très bien, en utilisant un certain nombre de plantes médicinales et un certain nombre d'huiles. Donc, de grâce, évitez-nous cette partie du débat-là. Par contre, on vous a dit en train de faire un procès d'intention à Pierre Blériot. Je n'ai indexé personne. Je passe mes salutations chaleureuses à mon frère aîné, Pierre Biron-Nemec. Mais je n'ai indexé personne. Alors, en troisième point, il faut dire que peu importe de quel côté du débat on se situe, les avortements à répétition, c'est un danger pour la santé publique, pour la santé de la personne qui se soumet à ces avortements à répétition. C'est d'ailleurs réprimé par la loi au Cameroun. Donc ça se passe souvent dans des conditions qui sont des conditions extrêmes. Et c'est un débat qu'on devrait avoir le courage de mener. Parce que, est-ce que l'interdiction des avortements est quelque chose qui est utile ou même rationnel du point de vue santé publique? Point d'interrogation. Ce n'est pas si sûr que ça. D'accord. C'est vrai, j'avais quelque chose à rajouter. Mais je vais d'abord écouter Pierre Blériot-Nemec directement après toi. Alors, la question de l'avortement, mon jeune frère Yombo a dit qu'il ne m'avait pas indexé alors qu'il le faisait, est une question sérieuse. Les Occidentaux, qu'ils ne veulent pas qu'on cite comme ça, ont appelé ça IVG, interruption volontaire de grossesse. J'aime lui dire ici que les ordres qui existent en Occident, notamment la franc-maçonnerie, promeuvent ce qu'ils appellent la liberté absolue de l'individu. Et cette liberté absolue, c'est elle qui est en train de vous rattraper. C'est-à-dire l'individu aurait la liberté de faire tout ce qu'il veut. De son corps. Non, pas seulement de son corps, de faire tout ce qu'il veut. Ouais. Tant qu'il se sent bien, il peut le faire. Du point de vue métaphysique, il y a deux problèmes qui se posent. Est-ce que celui qui n'est pas cause de lui-même peut être la finalité de lui-même? Est-ce que l'homme vient au monde par lui-même? Pourquoi il peut décider donc de sa destinée finale? La question de la téléologie se pose. On va philosopher le moment venu. D'une part. D'autre part, les conséquences métaphysiques toujours des avortements. Parce qu'aujourd'hui, les Africains ne veulent plus raisonner. Ils se disent que non, un enfant c'est n'importe qui, hein, ça peut naître ou ne pas naître. C'est-à-dire on aurait pu laisser Niemek venir au monde ou pas. On aurait pu laisser Yombo venir au monde ou pas. Mais moi, je tiens à vous dire que dans mon cas personnel, même ceux qui ont voulu que je ne vienne pas, je leur ai imposé ma venue. Donc, je suis là. Et ceux qui souhaitent que je parte doivent encore attendre. Je serai encore là. La vie est une décision des hautes sphères. On ne peut pas prendre une telle décision et la mettre entre les mains des âmes inconscientes. Je vais sortir par une petite anecdote. Vous savez, j'écoute beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, de femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas à procréer. Et un grand nombre d'entre elles ont fait des avortements par le passé. Aujourd'hui, elles aimeraient que la vie fasse marche arrière. Oui. Qu'on revienne, qu'elle ait au moins un enfant. Elles nous écoutent, elles sont nombreuses qui le savent. Aujourd'hui, elles ont de l'argent parce que hier, elles avortaient parce qu'elles devaient aller à l'école. Parce qu'elles devaient trouver un travail, ainsi de suite. Elles devaient trouver un mari. Vous savez ce qui leur est arrivé? Elles ont fini avec l'école. Très bien. Elles ont eu de très bons emplois. Elles ont de très bons maris. Mais elles n'ont pas d'enfants. Et aujourd'hui, elles veulent acheter l'enfant en vendant toutes ces trois choses qu'elles ont recherchées contre l'enfant. C'est-à-dire qu'elles sont prêtes aujourd'hui à céder le travail, à brûler les diplômes, à perdre le mari. Parce que quand une femme cherche un enfant, même s'il faut tromper son mari pour avoir un enfant, elle va le faire. Rien ne l'arrête. Donc, moi je vous dis, demandez souvent à vos aînés.
Vous chantez, il y a une chanson de Henri Dikongue. Les enfants, quand la nuit tombe, faites attention. Senga malea, nabasangwanyu na nyangwanyu. Le senga pe malea, mabatu dubanyu. Écoutez aussi les conseils de vos amis. Bande babi, njeboko, et mawana non. C'est eux qui savent ce que le dehors la paye. Donc c'est pas la philosophie, c'est pas la sociologie, c'est pas la métaphysique, c'est la réalité de la vie. Quand vous allez passer tout votre temps à aller dans les nouvelles églises, où un pasteur va vous promettre de vous mettre les enfants dans le ventre, ou vous irez chez les plus grands marabouts, on va prendre les démons, parce que moi je connais aussi des démons qu'on a donnés à certaines femmes chez les marabouts. Vous voyez un gars qui naît avec une tête comme ça, et puis il est venu là pour tuer ses parents et tout le reste, parce qu'on veut à tout prix avoir. Non, je ne dis pas que toutes les femmes qui sont stériles ont avorté. Non, pas de confusion. Je dis que celles qui sont stériles pour avoir avorté peuvent se donner la mort. Il faut faire attention. Et ces avortements qui se passent souvent, même dans les bonnes conditions, il faut le dire, toutes les femmes n'ont pas le même niveau d'ovaire, la même quantité d'ovaire. Les ovules viennent. Alors, non, pas cette. L'ovulation n'est pas la même chez toutes les femmes. Voilà. Alors, quand vous commencez à avorter, vous réduisez, il faut le savoir, vos possibilités d'enfanter. Mais au moins, moi, je vais vous dire, si vous voulez un conseil de ma part, accouchez au moins un. Avant de commencer à vous amuser avec votre corps. Parce que au moins, enlevez le sang d'âme. Voilà. Parce que sans enfant, causé par vous-même, vous avez une vie fade. Vous recherchez l'emploi, vous recherchez les diplômes. Même en adoptant, ça ne résout pas. Non, voilà, Yombo va encore venir avec ses affaires de blanc. L'adoption chez nous en Afrique, l'adoption c'est quoi? Moi je suis Longoun, c'est de Boumiébel. Vous allez adopter, c'est pas un tout pourri, sans stigmatique. Vous venez avec chez nous, nous on va le regarder, on va dire non, toi là, il aura tous les problèmes. Si les ignames ne voient pas de place, à plus forte raison les patates. Donc il faut faire attention. Il faut préserver la vie. Beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont failli être avortés hier sont le sauvetage de leur famille. Je ne vais pas citer, je ne vais pas vous demander de demander aux grands esprits que vous voyez souvent. Souvent, c'est après avoir bu l'eau de tentative d'avortement qu'on devient très intelligent. En tout cas, on va retenir déjà que toutes les femmes n'ont pas la même quantité de possibilités. Parce qu'on a deux ovaires. L'autre là, rempli d'ovules pour toute la vie. Et ça pond chaque mois. Mais on en a qui en ont 10 pour toute leur vie. Il y en a qui en ont 100, 1000. Et lorsque tu avortes 5 fois, tu ne sais pas si tu n'y avait que 5 que Dieu avait prévu chez toi. Donc, on peut avoir beaucoup de conséquences de ces avortements. Même si légalement, on le dit, hein, jusqu'à 3 mois, ce n'est pas un avortement. C'est justement ça jusqu'à 3 mois, à partir de 3 mois, c'est un meurtre parce que l'enfant est déjà un fœtus. S'il m'était permis de poser la question, c'est-à-dire que à M. Niemek, c'est l'une des questions qui tient ce débat. Oui. À partir de quel moment est-ce qu'on considère qu'on est face à une vie humaine? Ah d'accord. Et je peux vous présenter... Non, posez la question. Non, posez simplement la question. Je m'arrête là. C'est quoi une vie? Dès que vous dites ce que c'est qu'une vie, vous comprenez les supputations que les scientifiques veulent mettre tout autour. C'est quoi une vie? Une vie chez Dieu, c'est... Alors, on dit qu'alors que Marie n'avait pas eu de rapport avec Joseph, un ange lui dit qu'elle sera enceinte et elle donnera. Et le jour où elle rencontre sa cousine, Élisabeth, l'enfant fait un mouvement dans son ventre. Et sa sœur lui dit toute la joie de découvrir qu'elle est enceinte. Elle n'avait pas atteint 3 mois. Pour vous les chrétiens, la vie, c'est dès lors que Dieu a déterminé que... Maintenant, si vous décidez que la vie, c'est ce que les hommes de science vont dire, c'est aussi votre choix. Ouais. Chacun... Sauf que les pleurs du mbolé, nous on parle ici, arrivent toujours à la fin. C'est toujours à la fin. Parce que celui qui te conseille d'acheter un cheval ventru ne t'aidera pas à le nourrir. Donc, dans ce cas, les pilules du lendemain aussi, c'est... Je dis, celui qui te conseille d'acheter un cheval ventru ne t'aidera pas à le nourrir. Monsieur Yapeli,
Merci beaucoup. Nous avons aperçu un sujet très important et un sujet aussi qu'en termes sociologiques, nous parlons d'un fait social total. Je peux vous poser une question. Oui. Pourquoi vous ne prenez pas, comme M. Niemek disait, la vie? Maintenant, vous cherchez la sociologie dans cette affaire. Je vais vous parler parce que vous me posez la question de la vie. Mais on ne pose pas la question de la vie. Oui, je me demande la vie, vous parlez de quel type de vie? Et maintenant, tout simplement pour vous dire également que quand j'avais attendu, les autres la philosophie qu'elle veut chercher sur ce plateau aujourd'hui. C'est-à-dire que des raisons... Je vous laisse, allez-y, laissez de m'expliquer pas. Monsieur Bernard Basson dit que les jeunes filles aujourd'hui avortent trop. C'est devenu excessif d'après les médecins. Et les uns et les autres disaient ce qu'ils pensent. Monsieur Yombo trouve qu'on ne doit pas dire que c'est trop parce qu'elles ont le droit de faire comme elles veulent. C'est leur corps. C'est ça, non, monsieur Yombo? C'est pas ce que j'ai dit. Mais moi, je résume souvent. Oui, moi, je résume. Même si vous tournez avec les mots, vous dites qu'il y a de l'autre. Et il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Non. Moi, on résume et on avance. Monsieur Niemek dit que c'est l'après qui inquiète souvent. C'est bien beau de partir. Tu te faufiles même dans le sous-son-coin, on ne te voit pas. Mais c'est quand tu pleures, il y a les enfants après que la vérité sort, qu'un jour tu avais jeté 2, 3, 4 et le destin te rattrape. D'accord. Toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que là, c'est toujours la conséquence de l'avortement. Quand il a évoqué en expliquant d'autres aspects qui pourraient aussi conduire à l'avortement ou soit à ne pas avorter, j'ai trouvé ça comme des conséquences, mais au-delà des conséquences des choses, parce que ce qui est important, il faut maîtriser les causes. Ah, qu'est-ce qui les pousse à avorter? Oui, qu'est-ce qui les poussait à avorter? Et pourquoi dans des régions? Ah non, c'est partout au Cameroun. On a élargi. De toute manière, j'avais quand même eu la chance parce que quand vous précisez, si vous voulez parler des choses, vous indiquez une personne et pour extrapoler là, c'est une dimension. C'est-à-dire que ça commence par... Oui, je comprends parfaitement parce que déjà vous avez compris que, et moi je sais parfaitement quand j'avais écouté également mon copanéliste essayer maintenant de dire que non, il ne faut pas... Vous savez, il y a un grand théologien, sociologue, même philosophe camerounais, Jean-Marc Ella. Dans son ouvrage, il a expliqué comment, c'est-à-dire que le fœtus des femmes africaines ont pris en otage. Aujourd'hui, on parlait de contraception, la méthode de planification, c'est-à-dire que tout simplement, c'est la mondialisation. Et quelle est l'idéologie qui est derrière la mondialisation? L'avortement aujourd'hui n'est pas contraire de ce qu'on a parlé de planification. Pourquoi parler de planification en Afrique? Est-ce que l'Africain, est-ce que nous aujourd'hui nous pouvons même parler de, c'est-à-dire qu'il faut planifier la naissance espacée? Non, je vous en prie, quand j'évoque cette notion parce que nous avons les possibilités, nous avons la possibilité de faire un enfant, que nos enfants ne doivent pas souffrir. Mais quand nous arrivons à un moment donné, nos enfants souffrent parce qu'il y a quand même les facteurs qui conduisent à cette souffrance. Ça ne veut pas dire que nous pouvons aussi adopter comme les autres ont fait. Vous voyez, aujourd'hui, on cite la Chine comme la première puissance sur le plan humain. Et d'avoir suffisamment d'enfants, c'est une puissance. D'avoir suffisamment d'enfants, ça vous permet également de retrouver suffisamment des ingénieurs, des intellectuels, des scientifiques, des joueurs qui pourraient même riposter à d'autres phénomènes. Mais le fait qu'on dit en Afrique, que voilà par exemple le cas du Cameroun, allez planifier, allez faire cela avec tous les désordres qu'ils accompagnent, les jeunes filles ou pas, nous les garçons, nous ne parviendrons pas à voir les semer. Et que faut-il faire quand les situations arrivent comme ça? Il y a un encouragement. Bon, peut-être avec d'autres théories qui pourraient dire que bon, si tu vois déjà que ça ne donne pas, il faut avorter. Et déjà tout ça aussi, c'est la conséquence de la mondialisation, la conséquence de ce que nous copions sans comprendre. Donc moi, en réalité, je pense que ces phénomènes nécessitent une réflexion et ces phénomènes doivent maîtriser pourquoi les jeunes filles sont arrivées à ce niveau. Et même déjà, à l'hôpital, parce que c'est le résultat de l'hôpital. C'est là pour que, au sein de l'hôpital, il y a un, ça ne va pas. Si déjà à l'hôpital, au lieu de révéler que voilà, nous avons parvenu à un cas d'avortement, si on n'a pas mis en place des systèmes qui pourraient encourager les jeunes filles à avorter, on ne peut pas aussi arriver à ce niveau. Donc, ça nécessite maintenant une situation d'effort mutuel. C'est-à-dire que nous devons aussi intégrer dans notre manière de faire des efforts qui pourraient aussi
n'est pas conduire à une personne à arriver à ce niveau. À l'avortement. Oui, d'accord. On revient vers vous, Bernard Basson. Les femmes avortent parfois pour des raisons insoupçonnables ou insoupçonnées. Toujours est-il que pour 2 des 3, en Afrique, nous, on aime beaucoup les enfants. On veut agrandir la population, donc on ne doit pas avorter. Et bien sûr, on a notre internationaliste qui trouve qu'on est dans un monde planétaire désormais. Ce qui est bon ailleurs est bon également chez nous. Le caractère planétaire n'existe pas. L'universalisme n'existe pas. À chaque fois que vous aurez à entendre un discours dans lequel on vous dit mondial, il s'agit de 2 choses. Soit de l'Occident, soit de la volonté du plus fort sur le plus faible. C'est lorsque le plus fort veut imposer un point de vue au plus faible qu'il le considère comme étant universel. Notamment la question des droits humains, des droits ceci, des droits cela. Monsieur Yemek m'a interdit sur le plateau il y a quelque temps de citer des choses et il me disait, mon fils, on ne dit pas tout à la télé, il avait raison. Là, il a un peu lâché la bombe, vous comprenez de quoi je parle. Les questions de liberté aujourd'hui, mais je ne vais pas insister dessus, toutes les libertés qui sont promues aujourd'hui sont entretenues par la franc-maçonnerie. Et ça, il l'a très bien relevé, mais là n'est pas le problème. Ici, il y a 3 problèmes à relever. Le problème, c'est que, Rosalie, il faut bien qu'on distingue les aires. L'Africain voit le monde d'une certaine façon, l'Occidental le voit d'une autre façon. Pour l'Africain, le groupe est prioritaire sur l'individu. La loi est la loi du groupe. La liberté individuelle n'est complète que lorsqu'elle s'intègre dans un groupe. Vous n'avez pas le droit de tout faire même sur votre propre corps parce que l'Africain a un système de même continuité. Même sur vos propres enfants. Ça veut dire, parce que pour l'Africain, il intègre la pérennité. Il considère qu'on est le maillon d'une chaîne. Oui. On est un élément de la continuité et on n'a pas à rompre les choses de notre propre volonté. On doit s'intégrer dans le groupe parce qu'on vise toujours l'harmonie. On n'a pas à penser qu'on peut décider de tout ce qu'on veut seul. Deuxièmement, en Afrique, la sexualité est réglée par la communauté, non par l'individu. Tout ce qui touche au sexe, la nature des rapports sexuels qui sont corrects et incorrects sont définis par le clan. La nature est définie par le clan. On vous dit que le rapport sexuel entre personnes qui viennent de familles opposées, le rapport peut bien s'intégrer. On vous dit qu'il y a un niveau où ça devient l'inceste, un niveau où c'est permis. On vous dit que l'homosexualité est interdite, tout simplement parce que le clan définit les règles. Maintenant, plus loin. Sur le plan juridique au Cameroun, déjà, l'avortement est banni, 337 du Code pénal. Mais la convention de Maputo vient, et les conventions CEDEF également, viennent quand même tenter de diluer cela. Ça veut dire qu'en principe, le Cameroun, fondamentalement, ne consacre pas cela. Mais avec l'invasion de ceux qui se considèrent comme étant internationalistes, on commence à vouloir ouvrir la porte à tout. Et ça, c'est un problème. Maintenant, pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Pour les jeunes filles, quand on fait une bêtise, on l'assume. Aujourd'hui, vous qui voulez être occidentalisés, il y a beaucoup de moyens de contraception. Si vous ne les satisfaites pas à ces moyens-là, vous avez l'obligation d'assumer ce que vous faites. Et assumer ce que vous faites, ce n'est pas interrompre la grossesse. C'est de la méchanceté. Chez nous, Rosalie, pour la demander à quel moment est-ce qu'on consacre la vie. Chez nous, Monsieur Yemek peut savoir de quoi je parle. Même quand un enfant n'est pas encore né, on peut vous dire déjà que tel enfant viendra. Il n'est pas encore né. On vous dit, suivez mon regard, on vous dit l'enfant de cette famille, cette femme s'y accouchera un enfant. Elle viendra de tel village, elle épousera tel enfant, d'ici l'enfant là sera comme ça. Comment les rois mages ont su que Jésus naîtrait où il est né? Il n'était pas encore conçu. Vous voyez ce que je veux dire? Chez les chrétiens, les rois mages ont marché de tout le monde entier pour arriver au point où Jésus devait naître. Ça veut dire que la vie ne commence au moment où on la voit. Et là, il y a un projet anténatal qui vient juste s'expérimenter sur le plan visible par les forces divines, les forces qui nous dépassent. Maintenant, sur le plan physique, la vie se manifeste à partir du 3e mois. Parce que c'est après 9, vous voyez, 3 mois c'est 90 jours, c'est après 9 que l'âme s'incarne prend possession d'un corps. Voilà pourquoi c'est après 3 mois que la femme ressent les premiers symptômes de l'enfant. Parce que justement, mystiquement, ça s'explique. Donc, pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons, soyez plus responsables. Lorsque vous faites des bêtises, assumez, entre guillemets, l'enfant n'est pas une bêtise. Mais si vous avez des rapports sexuels non protégés, vous n'utilisez pas les moyens de contraception qu'on a prévus et auquel vous avez décidé de vous accrocher, mais assumez ce qui vient. Chez nous, en Afrique, la chose la plus importante, c'est la fécondité, pour l'homme comme pour la femme. Quand un homme n'a pas d'enfant, on le considère comme un zézémout chez les bêtis. Quand une femme n'a pas d'enfant, on la considère comme une femme qui est incomplète. Chez nous, en Afrique, c'est comme ça qu'on voit les choses. Les Occidentaux voient les choses d'une autre façon. Je ne connais pas les moyens de voir les choses, mais elle est différente des nôtres. Donc, clairement, il ne s'agit pas d'être originaire d'Afrique pour être africain. Il est question de voir le monde comme pensé par les Africains. Ça veut dire que votre père peut vous accoucher. Il peut faire 3 enfants. Et ces 3 enfants prennent des chemins différents. Vous avez la même souche. Vous n'êtes pas tous ces enfants. La preuve, pour les chrétiens, Dieu nous a tous
créé pour les chrétiens. Mais on vous dit que certains ne sont pas enfants de Dieu du fait de leur comportement. Donc il ne s'agit pas d'être originaire d'Afrique pour dire qu'on est africain de manière souchée. Il faut suivre ce que l'Africain a conçu et a théorisé comme sa vision du monde. Donc clairement pour moi, il est important de dire aux jeunes filles que vous avez le choix et aux jeunes garçons, vous avez le choix. En allant dans les rapports sexuels, soyez prudents, protégez-vous si vous ne voulez pas avoir d'enfants et si vous concevez accoucher. C'est clair. C'est ce qu'on va retenir. Hein. Si vous ne voulez pas faire d'enfants, n'allez pas consommer. Abstinez-vous. Moi, j'aime souvent couper court. Abstinez-vous. Et lorsque vous décidez de jouer au jeu des adultes, assumez les conséquences. Mais vous avez l'abstention dont tu parles là quand même. Il faut être réaliste. Dans un monde comme le nôtre, s'abstenir est très compliqué. Hein. Abstinez-vous. Non, c'est bon. Comment, Rosalie? C'est bon. Ouais. Abstinez-vous. Moi j'ai fait un enfant très tôt. Hein. Quelqu'un a l'habitude de dire... Mon enfant est né. Hein. De dire que la couverture ne coûte pas cher. C'est la layette qui coûte cher. Abstinez-vous, mettez la couverture sur vous. Faites les enfants aussi. Mais si vous décidez d'aller jouer au jeu des grands... Ne faites pas comme Paul. Paul ne veut pas encore accoucher. Il dit qu'il attend d'avoir le bon cadre. Il faut accoucher. Pour l'économiste spermatozoïde. Il faut accoucher. Mais seulement ne pas gaspiller les filles des autres aussi en attendant. Non. Abstiens-toi. Allez, on fait parler quelques personnes avant de recevoir notre partenaire sur ce plateau. Concernant les agents municipaux, j'ai été plusieurs fois interpellé par des pseudo-agents municipaux qui m'ont plusieurs fois arraché et endommagé ma moto. Parfois même, ce sont des bandits déguisés, plus experts pour le raquettage que pour l'exercice régulier de leurs fonctions, même le dimanche. C'est à se demander s'ils n'ont pas de jour de repos chez eux. Bonjour à tout le monde, Stéphane Bona, depuis Yaoundé. Oh là là. Bonjour madame, j'adore votre émission. Je voudrais juste savoir si la police municipale, sans être accompagnée par la police nationale, a le droit de mettre une moto en fourrière pour défaut de permis A. Monsieur Awon Noah, depuis Yaoundé, qui pose la question. Apparemment, on a pris ta moto quelque part. Bonjour à Espace Miné, à tout le panel et à vous-même, Madame Rosalie Guesseler, pour la dénonciation au sujet des avortements des très jeunes filles. Cela est mauvais en soi. Au plan spirituel, c'est supprimer une vie et l'on en subira le karma, d'où les difficultés rencontrées par beaucoup dans leur vie. D'un autre côté, cette situation met en exergue l'irresponsabilité et l'insouciance des jeunes des deux sexes qui adorent la banane sans la peau. Pour finir, il faut assumer la grossesse que l'on porte, car ce fœtus peut constituer notre seule progéniture de demain. C'est Blaise Sida depuis Yaoundé. Bonjour Info TV, à tout le plateau. La dénonciation de Bernardo est vraie et très virale du côté de l'Ouest, surtout à cause de leur tradition et tout. L'avortement doit vraiment être proscrit, car un avortement doit être proscrit. Je croyais que j'en avance en relais d'abord, mon frère, avant d'ajuster. Car ça ne reflète pas l'Afrique. Bonjour Info TV à tout le plateau. Voilà la dénonciation de Bernardo, il a répété, est vrai. Bonjour, ce matin, j'ai juste remarqué que vous êtes... D'accord. Ok. Bon, je vois que quelqu'un avait envie de parler avec moi. Il faut m'appeler après. Bonjour Rosalie, sublime comme toujours et grand bonjour, surtout à Paul Yombo, notre analyste préféré. C'est en majuscule, en gros, on a tiré. Voilà, j'ai précisé. Tout à fait d'accord avec Paul que le choix doit être relégué aux personnes concernées en question et non être une question d'État. Rien à voir avec l'Occident et on devrait se méfier d'importer des concepts comme pro-life et pro-choice comme Paul nous a averti. Moi, je suis d'avis que si quelqu'un ne veut pas d'un enfant, mieux vaut qu'il ne naisse pas. Au lieu de subir des sévices et supplices aux mains des parents qui le détestent avant même sa naissance. S'il vous plaît, assurez-vous d'avoir Paul Yombo plus souvent sur le plateau, car beaucoup d'entre nous, la majorité des téléspectateurs, n'adhèrent pas aux vues traditionnalistes de Blériot et Bernardo. Et Paul Yombo est le contrepoids parfait et on l'adore. Daniel, qui nous écrit depuis le Royaume-Uni ce matin. Bonjour madame. D'accord. Aujourd'hui, je ne dirai aucun message suspect. 213, bonjour au panel et bonjour au sage Niemek. Concernant l'avortement, parfois le destin vous rattrape positivement. Je connais un frère qui a fait l'avortement, a fait avorter ses 2 tisas dehors parce qu'il fuyait des dépenses. Genre, il n'est pas prêt pour s'occuper de 3 enfants. Et le jour où sa femme a accouché, elle a accouché des triplés d'un coup. Donc, il a rattrapé les 3 enfants.
On va se rendre au 320, bon, au 32, plus 32. Bonjour Madame Rosalie, à tout le panel. Hier, je n'ai pas reçu la notification de votre émission. Pierre Blériot s'en est excusé d'ailleurs à l'entame de cette émission. Elle n'a pas été produite hier. J'ai cru que mon téléphone avait un problème. Bon. Très bon sujet, l'avortement, un problème de santé publique et un crime contre l'humanité. L'enfant, c'est l'enfant et c'est pas la fin du monde d'être enceinte, mes sœurs. C'est l'un de mes combats aussi actuellement. Je veux sensibiliser un grand nombre de mes petites sœurs sur les dangers de ce problème à long terme. Tout ceci parce que plus jeune et encore très inconscient, j'ai utilisé mes connaissances en biologie pour aider certaines filles à commettre ce crime et je regrette amèrement. Ça me colle à la peau et je continue de demander pardon. Un fidèle de votre émission depuis Bruxelles. Vous êtes très nombreux, mais le temps nous tenant à la gorge. On va poursuivre cette émission juste après cette transition publicitaire. On reçoit notre partenaire. Nous voici donc rendus à l'instant de l'analyse. Je le disais à l'entame de cette émission, on parle de philosophie aujourd'hui. La journée est consacrée à la philosophie. L'UNESCO utilise cette occasion pour revenir sur le rôle de la philosophie, notamment dans le quotidien des êtres humains. Et également, et questionnant le rôle de la philosophie dans le développement du monde. Et vérifier si la philosophie permet d'avoir de bonnes réflexions auprès du public, du large public. Et nous, aujourd'hui, on va justement réfléchir autour de ce sujet. La philosophie peut-elle développer un pays? C'est la question qu'on se pose. Je vais me réserver Pierre Blériot pour la fin, parce que lui et la philosophie font un. Donc, s'il parle avant, ça va être compliqué. Bon, c'est la même chose de ce côté-là. Donc, je vais commencer avec vous, Monsieur Yombo. À votre avis, quel est le rapport d'abord qu'on peut établir entre la philosophie et le développement? Je préfère commencer par là. Alors, il y a une tendance dans le grand public à associer la philosophie aux spéculations d'hommes doctes. Ouais. La philosophie, ce n'est pas seulement les réflexions que des personnes étranges, entre guillemets, mènent. La philosophie est pleinement ancrée dans le social et le politique à un moment donné dans un pays. J'en veux pour exemple les scolastes. Si vous rentrez à l'époque des scolastes, Saint Thomas d'Aquin et quelques autres, vous allez vous rendre compte qu'il y a une question qui a été posée à Thomas d'Aquin. Est-ce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire? La première réponse que Thomas d'Aquin donne, c'est que Dieu ne peut pas faire une copie de lui-même. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas se reproduire à l'identique. La deuxième réponse que Thomas d'Aquin donne, c'est que Dieu ne peut pas faire un triangle isocèle avec plus de 3 côtés. Et donc cette deuxième réponse a fondé l'ère de la spéculation scientifique en Occident. Donc vous comprenez qu'il y a une interaction entre la pensée philosophique et la société d'un côté et la pensée philosophique de l'autre. C'est-à-dire que les deux se coproduisent. La philosophie est fille de son temps et l'époque est fille de sa philosophie. À partir du moment où on dit que l'époque est fille de sa philosophie, on comprend que le développement, la condition sociale à un moment donné, est également fortement influencée par la pensée de l'époque. D'accord. Je vais revenir net à côté de nous, parce que là, vous risquerez de stresser les téléspectateurs qui nous regardent. On va laisser tout ce qui est document, on va contextualiser. Parce que vous savez, c'est ça qui nous énervait à l'école Bernard Basson. Quand on parlait philosophie, les enseignants là avaient des mots, ils entraient dans le sol, ils sautaient de l'autre côté, ils nous stressaient. Donc, vraiment, on va contextualiser. On parle de philosophie, on parle du développement. À quoi peut nous servir la philosophie dans le contexte actuel? Nous sommes au Cameroun. Moi, j'aime me rapprocher de mon quotidien. Je suis au Cameroun. À quoi peut nous servir la philosophie aujourd'hui? Tout est question de paradigme, mais je partirai de l'extérieur pour que vous compreniez davantage sans être long et sans être docte. Merci de l'avoir compris. Sans être docte. Déjà, la philosophie, c'est un système de pensée, une manière de voir les choses. Oui, bien sûr. L'Europe moderne s'est bâtie grâce à un philosophe, Descartes. C'est le discours de la méthode de Descartes qui a fondé la construction de l'Europe telle qu'on l'aperçoit aujourd'hui. Vous voyez donc d'où est partie l'Europe et de qui est-ce qu'elle est partie, Descartes. Il y a eu d'autres penseurs avant, d'autres théoriciens avant. Mais Descartes a essayé de synthétiser cela dans son discours de la méthode et dans ses travaux pour essayer de produire un modèle de société. Une partie de la grande morale qui a guidé l'Europe à un moment donné était kantienne. Parce qu'il a pensé qu'il fallait développer une façon de voir les choses qu'il a rédigée. D'autres personnes ont travaillé avant, mais on a pris certains pour concevoir un certain modèle de société. Aujourd'hui, il faut noter que
toutes les ères ont de très grands philosophes. L'Afrique en a eu depuis l'Égypte antique. Et l'Afrique aujourd'hui justement souffre de ce que les productions philosophiques des Africains ne sont pas intégrées par les politiques. Je m'explique. À l'époque, ceux qui dirigeaient la société étaient inféodés, étaient imbriqués. On avait des dignitaires qui avaient à la fois la fonction religieuse et spirituelle, la fonction politique et la fonction administrative. Avec le temps, l'Europe a éclaté cela. On a laissé la fonction religieuse au clergé, la fonction politique aux hommes politiques et la fonction économique aux économistes. Sauf qu'en Afrique fondamentale, tout cela est encore réuni en le philosophe. Parce que le philosophe est justement homme spirituel, il est homme de science, il est homme d'économie, parce qu'il est homme de connaissance. Enfin, voilà pourquoi, c'est juste une parenthèse, dans certaines écoles traditionnelles africaines, suivez mon regard, on exige que le dignitaire soit un petit savant, qu'il ait une science dans tous les domaines. Voilà pourquoi M. Yemek, par exemple, est aussi érudite sur beaucoup de choses de la société. Donc, Rosalie, aujourd'hui, pour répondre à la question, le philosophe peut développer, la philosophie peut développer un pays, peut contribuer à développer un pays, pas développer toute seule, peut contribuer pour deux raisons. La première, elle peut, à travers un modèle de pensée, construire des hommes ayant des valeurs éthiques et morales solides. Deux, elle peut permettre à un système communautaire de se rattacher à sa spiritualité ontologique et traditionnelle. Et trois, elle peut éveiller les hommes. Ça c'est juste pour sortir. Donc voilà, pour être, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin, mais ça c'est pour être beaucoup plus pratique. Je ne sais pas si j'ai également été aussi docte que l'autre. Je suis toujours en train de chercher ma pratique dans Aïe, ce aïe, Je marche, hein, j'évolue avec vous. Bien sûr, comme les téléspectateurs. On a un peu défini. Je vous dis qu'à l'école, la philosophie nous énervait. Donc, on a un peu défini. Maintenant, vous nous expliquez comment Descartes a pensé en Europe et puis les autres ont appliqué. Oui. Ok. Il a pensé. Oui. Les autres ont appliqué. Oui. Donc, c'est dans la pensée que la philosophie aide à développer le pays. Donc, il pense et puis les autres pratiquent. Oui. C'est ce que vous pensez aussi. Donc, vous pensez et puis les autres mettent en pratique. Merci, moi, c'est une question que j'avais nommée parfois une question tendancielle, sensationnelle dans la société. Est-ce que toi, tu fais philosophie là, tu vas faire quoi? Même ici au Cameroun. Non, on dit souvent vous servez à quoi? Oui, cette question est posée. Et je réponds pour dire que c'est une question tendancielle. Et j'ai dit par exemple, malheur à la personne qui n'a pas maîtrisé ce que c'est qu'une science. La philosophie est une science. Tout comme toute science a une importance et une utilité. Je parle d'importance. Parce que les gens ont tendance à faire la confusion entre importance et utilité. Ce qui est utile, c'est-à-dire que nous sommes dans le domaine pratique. Et importance, c'est-à-dire que dans le domaine des valeurs. Maintenant, la philosophie est une science, comme je vous ai dit, et la philosophie peut contribuer bel et bien au développement d'un pays. Je vous donne un exemple. C'est ce que j'attends. Un exemple, la France et les États-Unis d'Amérique sont construits. Je vous ai donné l'exemple de l'Afrique. Sur le continent Je vais vous donner l'exemple de l'Afrique. Parce qu'il faut que je commence d'abord à rappeler, même ceux qui pensent Ils ont rappelé, vous voulez encore rappeler. C'est très important parce que les gens ont dit que non, comme par exemple la technologie est avancée, il faut laisser la philosophie. Toi, tu fais encore la philosophie à l'université. C'est vraiment aberrant. Moi, la technologie est pratique, c'est palpable. On voit immédiatement. Vous ne pouvez pas parler de la pratique sans une théorie. Si vous voulez réaliser quelque chose, il faut d'abord les gens pensent. Il faut les gens donnent les conditions de la condition donc dans lesquelles vous pouvez opérationnaliser. Sinon, vous ne pourrez pas. Et c'est ça aussi la science. Et c'est ça aussi la philosophie. La philosophie, c'est pas lui en question qui va dire que bon, il faut couper, par exemple, le bois? Oui, le bois comme ça. Non, la philosophie dit que bon, voilà le bois qui est posé pour couper, il fallait commencer par... Donc, c'est-à-dire qu'il vous donne les rudiments et c'est à vous. Si vous voulez capitaliser pour vous terrasser, vous pouvez capitaliser pour vous terrasser. Si vous ne voulez pas, la philosophie continue son travail. Parce qu'elle est une science. Elle n'est pas là parce que pour vous satisfaire. Bon, déjà en France, comme je vous ai dit, on parlait de la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières, ces penseurs, ils ont donné quand même les éléments essentiels qui ont permis à la construction ou pas au développement de la France et des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui s'est passé? On parlait de l'égalité en France. Parce que ce sont les philosophes des siècles.
des siècles de lumière qui ont pensé à l'égalité. Ils ont pensé également à ce qu'on appelle la liberté. Ils ont pensé également à la tolérance. Et le véritable problème, quand tu n'es pas tolérant, la tolérance c'est quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un est suffisamment armé par la connaissance, il est facile à tolérer. Il se comprenne. Il dit que de toute manière, parfois ce n'est pas de sa faute. Mais quand tu ne connais pas, le fait d'étiqueter, le fait de dire à telle personne que voilà, lui, il est comme ça, c'est très difficile à toi. Et le développement d'abord est mental. Comme l'autre là, oui, est mental, comme Joe Mollet avait dit. On ne peut pas parler de développement quand la mentale est prête ou pas est prédisposée pour le développement. Maintenant, je vous dis encore une chose aussi, le plan philosophique. La philosophie aussi peut favoriser ce qu'ils avaient parlé de politique économique. Aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation. Et la mondialisation a bien voulu qu'il faut industrialiser. Et sur cette industrialisation, les penseurs, philosophes, ils ont pensé peut-être que nous sommes dans une période que, voilà, avec les phénomènes catastrophes naturelles, il faut penser au développement vert, c'est-à-dire que l'industrie verte. Vous pouvez produire davantage, mais pas compromettre aussi aux avenirs futurs. Donc, déjà, quels sont ces pays qui ont essayé de mettre en pratique la pensée ou pas les réflexions des philosophes? L'Allemagne. Et les Pays-Bas, ils ont développé, et sur le plan international, ce sont des leaders mondiaux dans le domaine de l'industrie verte. En Afrique, j'ai parlé de Sabelo Guinézé, et j'ai parlé de Jean-Marc Ella, CRI africaine, j'ai parlé de Yves Valentin Moudemba, qui ont développé... Moudimbe, qu'ils ont développé l'éthique environnementale africaine. C'est-à-dire qu'ils ont pensé peut-être qu'on ne doit pas dissocier l'Africain de l'environnement. Il fallait important d'intégrer dans la manière de voir pour essayer quand même de donner la place à un homme africain. Donc, pour résumer, la philosophie est utile pour le développement de l'Afrique et son défi parce qu'il faut d'abord la capitalisation. Il ne faut pas prendre comme ça pour laisser. Beaucoup de philosophes ont écrit sur certaines choses et comme il avait souligné, on ne peut pas aussi développer sans voir ce qui a déjà existé. Il faut lire, il faut voir d'abord les pensées et pour la plupart dans tout le monde, d'abord la philosophie, ce sont les mathématiciens, les géomètres qui ont fondé la philosophie. Aristote est qui? Platon est qui? Pythagore est qui? Descartes est qui? Bon, toi qui dis que la philosophie, toi tu es comme philosophe, toi tu fais quel type de science, maman? D'accord. Père Bleu. Si je comprends bien, bon, c'est vrai que je dis souvent à certaines personnes, quand quelqu'un n'a pas fait la terminale dans la philosophie, on ressent dans son raisonnement et dans ses réactions. Parfois, face au problème, on peut dire que sur ce plan-là, le côté élévation, ça sert à quelque chose. Mais maintenant, de façon pratique, sur le terrain, vous savez, on est à l'aide de la technologie aujourd'hui, avec le numérique et tout. De façon concrète, quel est l'impact de cette philosophie sur les uns et les autres, sur le quotidien, notamment des populations? Rosalie Guessélé, ceux qui m'écoutent parler voient que je parle avec beaucoup d'images. Justement. À la vérité, c'est parce que je m'étais rendu compte que le langage de la philosophie était très obtus. Et c'est ce qui faisait fuir les apprenants. Il fallait quitter cette philosophie spéculative qui consiste à parler vraisemblablement de toutes les choses et de se faire admirer des moins savants. Pour revenir dans cette philosophie qu'on peut considérer comme pratique. Maintenant, je vais vous expliquer. Quand vous construisez une petite maison, un plein pied, vous pouvez prendre un maçon du quartier, il vient, il fait les implantations, il élève, il fait la fondation. Et vous prenez un gars qui a appris à relier les fils d'électricité. Il vous fait donc l'électricité. Vous voyez les fils qui pendent comme ça, on pose. Si vous décidez de faire un R+1, cet électricien ne saura plus comment faire pour que les fils traversent la dalle. Il va recommencer à faire venir les fils de l'extérieur pour servir le R1. Vous voyez ça? Il faut un ingénieur de conception qui vous dit comment les fils partent du sol, traversent des murs qu'on appelle les dalles,
continue jusqu'à R plus 1000, sans qu'on fasse venir des fils de l'extérieur. Et cette conception, si elle n'est pas faite, vous ne pouvez pas faire passer ces fils-là. Ils seront donc apparents. Vous avez saisi cela? Oui, jusque-là, on est ensemble. Alors, c'est ça le rôle de la conception, donc du concepteur. La philosophie, c'est la science des concepts. Vous voyez? Si on décide d'aller en Balmayo, nous sommes ici 5, 6, on se lève, on commence seulement à marcher. Aimé Césaire disait, le vrai du vrai n'est pas tant d'aller que de savoir où on va. Si on commence seulement à marcher, on marche, après on va dire on voulait aller en Balmayo. Non. Il faut bien que quelqu'un nous définisse l'axe qui mène en Balmayo, les différentes articulations pour arriver en Balmayo. Les plus pressés vont donc dire non. Moi j'avais vu les gens, ils allaient ici un jour, ils avaient dit que c'est un Balmayo. Pour ne pas se perdre donc. Celui qui ne marche que très lentement et qui suit la bonne voie peut avancer beaucoup plus vite que celui qui s'en éloigne et qui court. La philosophie vous permet donc d'avancer sûrement sur le droit chemin, qui est le chemin du développement. Maintenant, au niveau du développement macro, le philosophe intervient à plusieurs niveaux. Parce que quand le débat se passe, tout ce que vous avez là aujourd'hui, vous dites capitalisme et autres, ce sont des concepts de philosophie. Oui, oui, bien sûr. Mais si quelqu'un ne les a pas compris, on va le tromper. Celui qui va à la rencontre, à la réunion des sourds, et qui, lui, est bon entendant, ne sait pas que les sourds sont également souvent muets. Il faut avoir compris comment la réunion se passe pour que vous sachiez où vous allez. Et le problème donc de l'Afrique et du Cameroun, c'est que nous-mêmes, nous avons congédié la pensée. Oui. Nous avons dit qu'on pouvait faire les choses sans réfléchir. Et que on fait souvent d'une certaine manière, ça réussit. Ça marche pour les petites choses. Pour les grandes choses, si vous n'avez pas défini une bonne stratégie, il est sûr que vous allez échouer. On n'a pas besoin. La chance du débutant peut vous faire réussir une fois. Mais si vous voulez réussir et rendre compte de votre réussite, maintenant je vous prends le premier exemple en deuxième lieu. Vous voyez, quand quelqu'un a fini de mettre l'eau et la lumière dans un bâtiment de R plus 5, il doit produire une fiche dans laquelle il montre comment tout cela procède. Parce que quelqu'un d'autre après lui viendrait donc réparer des choses le cas échéant. Celui qui n'a pas fait l'école de ça peut même en imitant réussir à installer, mais il ne sera jamais capable de vous rendre compte de comment il a installé. Or, il faut non seulement faire, mais faire savoir ce qu'on fait. C'est aussi ça la force du concept. Rendre compte de la production de la connaissance. Comment est-ce qu'on arrive à ce que vous voyez là? Bon, on a un souci, alors Père Birunimek, la légèreté avec laquelle la philosophie, je vais le dire ainsi, est traitée chez nous au Cameroun, parce qu'avant d'aller voir le voisin en Afrique, c'est une matière qui déjà elle démarre en terminale, parce que désormais en seconde. Oui, on donne l'impression que c'est un tremplin. C'est-à-dire c'est pas quelque chose de très utile, on peut penser différemment, on peut gérer les autres sciences, la sociologie et tout ça, et puis voir le bout du tunnel. Avec ça, comment vous pensez que ça peut réussir à rentrer dans les mœurs des uns et des autres? Vous connaissez quelle était la matière fétiche de Paul Biya à l'école? Non. C'était la philosophie. Ah, on comprend mieux. Ah, voilà. C'est-à-dire qu'il avait la première note et la prime, et je le tiens du général Semenga. C'est-à-dire, on vous sort les camarades de Paul Biya. En quelle matière Paul Biya tapait tous ses autres camarades? C'était en philosophie. On peut comprendre comment il réussit à tourner les autres. Parce que c'est la science de la lucidité, la philosophie. Aujourd'hui, elle a été, entre guillemets, minorée. Il faut vous rappeler le cas du Cameroun. C'est que le premier président du Cameroun a eu maille à partir avec les philosophes. Le président Amadou Ahidjo. Il a même à un moment donné fermé le département de philosophie. Mais ça peut aussi se comprendre. Lui-même n'avait pas fait philosophie, ce n'est pas lui faire injure. Et en général, les gens ne supportent pas les philosophes parce qu'ils sont des gens difficiles à battre dans le débat. Du coup, et puis ils sont aussi contestataires. Ouais. La philosophie est essentiellement contestation. Donc, elle a été minorée. Mais le grand mal dont souffre la philosophie camerounaise, c'est l'intrigue.
elle est aussi descendue suffisamment bas pour entrer dans les intrigues. Je souhaite, et je dis peut-être que la mort du professeur Monondiana peut être le lieu de rencontre des grands philosophes. Et puis les grands philosophes, ça aussi c'est une erreur à rectifier. Même si les universitaires veulent confisquer la philosophie pratique, c'est pas vrai. Socrate n'avait fait aucune école et n'avait rien écrit en philosophie. Il faut dire que c'est déjà la base, c'est la présomption de connaissance que d'avoir fait philosophie et autres. Mais celui qui est présenté actuellement comme le plus grand philosophe africain n'a fait aucune étude de philosophie. Il s'appelle Joseph Achille Mbembe. Donc, la philosophie, c'est l'ouverture au savoir. Il faut rester constamment curieux. Et donc, il faut sortir des intrigues et des petites querelles. Il faut que la philosophie sorte des bouquins et qu'elle se matérialise. Et c'est une option qui peut aider au développement. Bien évidemment, on a des philosophes du développement. Tout comme dans l'art, vous avez des gens qui font de l'art pour l'art. Mais il y en a aussi qui font de l'art pour le développement. Justement, le lien est fait cette année dans le thème retenu. Alors, le thème de cette année, c'est la digitalisation de la philosophie. Bon, mais je trouve cela comme étant des thèmes très accolés à la réalité immédiate. Le présentisme. Ça s'appelle le présent. Non, il faut être imaginatif. Il y a même des années où les philosophes ont décidé de donner un thème qui allait en faveur du RDPC. Donc, non, ça ce sont des réflexes qui ne ressortissent pas de la grandeur de la philosophie. La grandeur de la philosophie, c'est la liberté dans la parole et la liberté dans la pensée. Ceux qui m'écoutent souvent, donc, c'est pour sortir la philosophie de l'ecclésiastisme. On ferme là de son caractère clérical. Parce qu'aujourd'hui, la philosophie doit redescendre parmi nous. C'est ce que je Elle doit habiter avec nous, nous précéder, nous succéder, nous accompagner. Si vous avez un enfant qui agit, je dis de manière simple, sans réfléchir, vous comprenez l'important. Ne souhaitez pas seulement avoir un enfant obéissant. Quand tu lui dis, il sait déjà lever, il commence à faire, dis-lui non. Quand tu veux faire quelque chose, pense à la manière de faire cette chose, à la méthode qui te permettrait de conserver tes énergies et d'agir rapidement, efficacement. Ça, c'est œuvre de philosophie. Ne commence pas seulement à faire parce que tu veux faire. Parce que celui qui fait mal doit défaire et refaire. Donc, c'est ce que tu voulais dire depuis. Tu as vu la différence. Hein? Oh là là, oh là là. Je le taquine, laissez-moi cousin, mon ami. Je te taquine. Vous parlez de je viens dans au niveau où j'arrivais. Non, laisse, c'était pas pour te comparer. C'était pour dire que le bla 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 bla, c'est pas pour dire péjoratif. Hein. Je veux dire qu'on juge que les philosophes, ils parlent beaucoup, ils passent leur temps à parler à longueur de temps et ils n'agissent pas. Il vient d'expliquer qu'on a un souci peut-être de rendre pratique la philosophie. Alors si on veut y arriver, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de rapprocher la philosophie du commun des mortels? C'est ça qui est important, parce que tant qu'on restera avec des philosophes qui survolent la société, qui parlent, qui analysent, qui ont des postures de surhomme, c'est clair que le message ne passera pas. Tu permets que je dise une chose? Vas-y. Oui, en fait, c'est que on ne peut pas commencer sa formation par la philosophie, c'est une erreur. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Les plus grands philosophes étaient des personnes qui, au départ, touchaient à d'autres sciences. Les mathématiques, la chimie, la physique, ce que vous voulez. Et à l'issue, se rendre compte qu'avec toutes les connaissances qu'on peut avoir, on devient. Donc, la philosophie, c'est un état de conscience. Ce n'est pas vraiment une formation académique. Voilà pourquoi il vous a dit que les grands philosophes n'ont pas forcément fait l'école. Nos grands-pères, parfois au village, sont de très grands philosophes. Chaque phrase qu'ils prononcent de leur bouche sont pleines de sagesse, vous voyez, et pleines de prospection en termes de vie. Ça veut dire que la philosophie a besoin des autres sciences pour être... Pour exister. En fait, elle est le condensé de toutes les sciences. Vous voyez pourquoi on l'appelle la mère des sciences. Peut-être le complément. Non, pas le complément. Non, si elle vient s'ajouter... Non, elle ne vient pas s'ajouter. La philosophie, c'est la science du général. C'est-à-dire que Aristote disait, je considère comme philosophe l'homme possédant la totalité du savoir dans la mesure du possible, mais sans posséder la science de chaque objet en particulier. Donc, c'est le médecin généraliste. Mais les autres sont spécialisés. Voilà. Le philosophe ne peut pas prétendre être économiste. Il ne peut pas prétendre être mathématicien. Mais il doit avoir de solides connaissances dans les différentes sciences pour que son discours soit cohérent.
D'accord. Et surtout de ces sciences, ce qu'ils tirent, c'est la logique. La logique. C'est pour cela que les philosophes sont enseignants de logique. Oui, parce que chaque science a un raisonnement, a une base. Et donc le philosophe extire... Un autre truc qui m'a énervé à l'université. C'est quoi? Les cours de logique. Oui, mais c'est parce que les enseignants aussi sont mystificateurs. Ouais. La logique est la base du raisonnement. Oui, bien sûr, je l'ai compris, rassure-toi. Mais je n'aimais pas, mais j'étais obligé de suivre le mouvement. Rosalie, je vous en prie, vous avez posé la question. Oui, le je voulais sujet, répondre. la philosophie peut-elle développer un pays? Ce sujet est différent des types de connaissances en philosophie. Non, c'est clair. Je vous en prie. Pourquoi je suis resté dans la logique, est-ce que la philosophie peut même développer un pays? Mais si vous voulez parler là, parce que quand l'autre, les jeunes développent, là c'est la forme, la nature de la connaissance philosophique. D'accord. Et à cela, si vous voulez évoquer, nous avons aussi, même moi, c'est moi, j'ai aussi la philosophie de mes parents, que je peux même vous développer, et vous ne pouvez pas comprendre. Là, c'est la philosophie. Mais ici, je vous dis tout simplement que l'effet de Dieu, parce que pour la personne qui pense que faire la philosophie, tu racontes beaucoup et il n'y a pas de pratique, c'est pour cela que je dis que non. Justement, on ne réalise pas une chose sans avoir pensé. Il fallait d'abord penser, je vous en prie, il fallait d'abord penser pour réaliser. Nous sommes avec vous. Voilà. Et maintenant, dis-moi. Ce que je vous demande, puisque quand vous le dites comme ça, je suis d'accord avec vous qu'il faut penser, il est d'accord avec vous qu'il faut penser avant d'agir. Le souci aujourd'hui, c'est que le retour ou le regard que les autres ont, puisque vous dites vous-même qu'ils vous disent que votre affaire là sert à quoi? Parce qu'ils ne ressentent pas de façon pratique l'impact de ce que vous dites dans le quotidien. C'est ça que je demande aujourd'hui. Vous, en tant que des pratiquants de cette philosophie, quelle est la méthode, quelles sont les techniques que vous pouvez proposer pour rapprocher la compréhension et que les gens puissent s'imprégner un peu plus facilement de tout l'art que vous maniez au quotidien? C'est ce que je vous demande. La méthode est simple. Voilà. La philosophie est l'amour de sagesse. Si quelqu'un ne veut pas connaître, il ne peut pas connaître. Il fallait individuellement débarrasser, déconstruire toutes les préjugés dans nos têtes pour comprendre c'est quoi la philosophie et pourquoi la philosophie est là. Mais une personne qui ne veut pas comprendre, qui dit toujours que non, la philosophie, vous racontez, mais c'est là pour que c'est déjà un handicap. C'est un préjugé pour lui qui lui empêche de connaître de quoi ça peut se passer. Vous voyez par exemple aujourd'hui, même dans les domaines politiques, on parlait de la redistribution des ressources. Qui a parlé de ça? C'est un philosophe. C'est un philosophe qui a développé la théorie de justice. C'est la justice sociale. Oui, la justice sociale. Et maintenant aujourd'hui, c'est récupéré. Si le type là n'a pas pensé, est-ce que les gens politiques peuvent même évoquer? Il évoque pourquoi? Parce qu'il sait déjà que d'une manière pratique, si on essaie, il a démontré comment on peut redistribuer les ressources. Donc il fallait préalablement ça, et maintenant ça dépend de tout un chacun qui peut s'approprier de cette connaissance pour résoudre ces problèmes. Chacun d'aller vers la philosophie. Pour récupérer et puis travailler avec. Mon confrère vous dit que c'est vraiment celui qui refuse. On va peut-être citer un philosophe pour lui rendre hommage. Descartes qui disait, et les élèves aiment bien le chanter, c'est proprement avoir les yeux fermés sans jamais tâcher de les ouvrir que de vivre sans philosophie. Et le plaisir de voir les choses que notre vue découvre n'est point comparable à la satisfaction que donne la découverte de celles qu'on trouve par la philosophie. Encore que cette science est plus utile pour nous guider en cette vie-ci que ne le sont nos yeux pour guider nos pas. Alors aujourd'hui, au XXIe siècle, M. Yombo, la philosophie plus que jamais une nécessité pour le développement. Oui, j'aimerais aussi répondre à la critique qui revient sur le plateau, que la philosophie et la pensée est compliquée. Non, la pensée n'est pas compliquée, c'est la réalité qui est compliquée. La pensée, c'est la simplification du réel. La pensée, c'est la schématisation du réel pour une pénétration plus profonde et plus facile du réel. Au contraire, ce qui est compliqué, c'est la réalité. Ce qui est compliqué, ce sont les liens causaux qui existent dans la réalité. Alors, une théorie où la philosophie ou la pensée met l'emphase sur les relations causales les plus salientes pour qu'on puisse avoir accès de manière plus, disons, concrète à la réalité. Donc, c'est tout le contraire. Voilà qui est dit, et nous on s'achemine pour sortir de ce programme puisqu'on est arrivé au bout du tunnel, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter. Pour sortir, Rosalie, l'idée la plus importante pour les Camerounais, c'est de comprendre qu'on souffre de deux problèmes aujourd'hui. Le niveau de conscience sociale est bas. Ça veut dire que
notre société a été ou souffre malheureusement d'un problème qui naît de ce que dans le système de formation, on insiste beaucoup plus sur des éléments factuels sans leur associer leur dimension essentielle. Vous voyez, je vais être plus simple. Pour qu'une réalité soit complète, il faut qu'on lui associe sa partie pratique et sa partie théorique. Ailleurs, on vous dira la partie visible et la partie invisible. Aujourd'hui, à l'école, de la façon dont on guide les apprenants, on leur enlève la dimension conceptuelle de ce qu'on leur enseigne. Voilà pourquoi, au fur et à mesure qu'ils progressent, ils deviennent des automates. Et lorsque la profonde pensée s'impose à eux, ils sont réfractaires. Parce qu'ils n'ont pas été dans un climat d'évolution dans lequel on leur a rapproché dans leur compréhension les éléments physiques et les éléments métaphysiques. Vous voyez, la philosophie, elle monte et elle descend. Elle monte parce qu'elle va de l'homme, elle devient intermédiaire entre l'homme et les dieux et elle arrive à Dieu. Elle descend parce qu'elle part de Dieu pour revenir encore vers les hommes. Mais au Cameroun, on souffre de ce que on rejette les pensées des philosophes officiellement, on les remorque officieusement et on veut les mettre en application sans tenir compte de ceux qui les ont pensés. Voilà pourquoi ça marche pas. Monsieur Nyemek est celui qui, dans sa voiture un jour, m'a fait comprendre que non. Ton oncle est philosophe. Moi aussi, je pensais que pour être philosophe, il fallait aller à l'université et commencer à développer les théories, réciter les auteurs étrangers. Vous voyez, c'est lui qui m'a dit que non. Le philosophe est d'abord libre penseur. Il n'est pas enfermé dans un carcan. Et mon oncle duquel on passe, c'est Mbombo-Basson, que beaucoup connaissent. Il me dit non. Quand tu vois comment il pense, il ne se limite pas et il touche à tout. Aussi bien les sciences dures que les autres sciences, aussi bien les sciences des dieux que les sciences des hommes. C'est ça le philosophe qui essaie juste de poser des bases, poser la méthode, il théorise, il conceptualise et il vous donne la matière pensée pour que vous la rendiez en matière formelle. Donc il faudrait que les jeunes aujourd'hui comprennent que avant d'agir, on pense. Avant de dire... Et les patrons de la pensée, ce sont les philosophes. Ce sont les philosophes. Et vous, vous appliquez. Voilà. Donc ce sont les dieux en fait. Bonjour Rosalie, bonjour le panel. La philosophie quand appliquée à la politique et au social devient une idéologie. Cette dernière, quand implémentée proprement par un gouvernement, peut bel et bien contribuer au développement d'un pays à travers les divers projets de développement proposés par ce gouvernement. Si ce que j'ai dit n'a pas de sens, c'est parce que je suis moi comptable de profession et non philosophe. Monsieur Happy, un noble bafon depuis Londres, qui nous écrit ce soir. Ah d'accord. Merci. Bon, il y en a qui sont déjà en fait. Hein. Bonjour Rosalie, encore très belle ce jour. La philosophie, c'est la mère des sciences. En voici un sujet. Science sans conscience n'est que ruine des larmes. J'espère que j'ai bien répondu. Parce qu'il a donné le début et il attend la suite. C'est Descartes. Voilà. François Rabelais. François Rabelais, c'est vrai, François Rabelais. Qui de base d'ailleurs n'est pas forcément philosophe. Oui, justement. Ouais. François Rabelais. Qui n'est pas philosophe. Au départ. C'est le fondateur du roman Comprendre européen. ce sujet revient à résoudre de façon pratique les problèmes de développement de notre pays. D'ailleurs, Rousseau ne l'est pas non plus. Hein. Rousseau l'est. Pas de formation académique. Non. Bonjour Rosalie, je voudrais savoir si Machiavel était philosophe. On éprouve du plaisir à écouter Blériot. Ce n'est pas le cas pour beaucoup d'autres philosophes. Hein. Le sous-développement du Cameroun est-il un échec des philosophes du Cameroun? Voilà ma part de questions. Personne n'a donné aux philosophes du Cameroun le soin de définir le développement du Cameroun. Et quelle est cette manie d'évaluer les choses à l'utilité qu'on en Non, on ne leur a même pas demandé de le faire. D'ailleurs, on les a empêchés de faire. D'abord, il y a tellement de messages, je ne pourrais pas tous les lire. On va sortir avec cette annonce. Hein. On se retrouvera demain soir parce que mon vendredi en journée est déjà assez compliqué dans votre émission. À vous la parole. Nous allons recevoir Gilbert Baonla, voilà, vous l'avez compris, le président du Parti républicain qui se revendique l'office du président de la République. On sera donc ensemble dans le cadre d'À vous la parole vendredi. Demain, il sera 21h exactement. Vous aurez l'occasion de l'écouter s'exprimer sur Franck Biya, le franquisme, le multipartisme
séparatisme au Cameroun. On parlera des échéances de la tendance à la tête du pays annoncée en 2025. Vraiment, tout sera passé au peigne fin dans le cadre de cette émission-là. Je vous donne simplement rendez-vous. Restez scotchés. Merci à vous quatre. Je vous laisse continuer grandement avec cette belle émission Espace Miné. Et merci à toute l'équipe technique. À très vite sur les antennes d'Info Télévision. Merci.